Elias Croft pressa le canon de son revolver contre sa tempe et ferma les yeux. Sa main ne tremblait pas. C'était le pire, cette main si stable. À quel point son corps était devenu certain d'une chose que son âme combattait encore. L'infection dans sa jambe avait gagné. La guerre avait gagné. Tout avait gagné. Avait gagné, sauf lui. Puis une petite voix trancha le silence comme une lame. Monsieur, quoi que vous vous apprêtiez à faire, ne le faites pas. Il ouvrit les yeux. Une fillette aux pieds nus se tenait à 3 mètres de lui, l'observant comme si elle avait déjà vu cette scène auparavant et n'allait pas laisser cela se reproduire. Avant d'aller plus loin, si vous regardez cette vidéo depuis n'importe où aux États-Unis ou dans le monde, écrivez le nom de votre ville dans les commentaires dès maintenant. Je veux voir jusqu'où cette histoire voyage. Appuyez sur le bouton j'aime, abonnez-vous à cette chaîne et restez jusqu'au tout dernier mot, car ce qui va suivre va vous rappeler que les secondes chances existent vraiment et qu'elles ne ressemblent pas toujours à ce que l'on attend. La fillette ne s'enfuit pas. Ce fut la première chose qu'Elias remarqua. N'importe quel enfant sensé aurait tourné les talons et fui dès l'instant où il aurait aperçu un homme à moitié mort avec un pistolet pressé contre son propre crâne. Mais celle-ci restait là, dans la poussière, les pieds nus malgré le froid mordant d'octobre. Ses cheveux blonds s'emmêlaient autour de son visage, ses yeux fixés sur lui avec une expression qui n'avait rien à faire sur les traits d'un enfant. Ce n'était pas de la peur, ce n'était pas de la confusion, c'était quelque chose de plus proche de la reconnaissance, comme si elle avait parcouru ce sentier du Colorado spécifiquement pour le trouver. Et maintenant qu'elle l'avait trouvé, elle avait l'intention de mener l'affaire à son terme. « Je vous ai demandé de ne pas faire ça, dit-elle. Elias abaissa lentement le pistolet. Non pas parce qu'il le voulait, mais parce que quelque chose dans sa voix fit bouger son bras avant que son esprit n'y consente. « Vous ne devriez pas être seul ici, dit-il. » Sa voix sonnait faux, rauque et sèche, comme celle d'un homme qui n'avait pas parlé à un autre être humain depuis 2 semaines, ce qui était plus ou moins la vérité. « Où sont les vôtres? » De l'autre côté de la crête, elle pencha la tête. « Où sont les vôtres? » La question atterrit comme un coup de botte dans la poitrine. Elias baissa les yeux sur le revolver dans sa main. Il le posa soigneusement sur le rocher à côté de lui, de la manière dont on pose quelque chose qu'on pourrait avoir besoin de reprendre. « Je n'en ai plus, dit-il. Plus maintenant. » La fillette l'étudia de la manière dont les enfants étudient les choses qu'ils essaient de comprendre pleinement avant de se forger une opinion. Elle regarda le bandage de fortune enroulé autour de sa cuisse, imbibé de quelque chose de sombre et de nauséabond. Elle regarda la façon dont ses mains tremblaient. Elle regarda son visage, et ce qu'elle y trouva la poussa à faire un pas en avant plutôt qu'un pas en arrière. « Cette jambe va vous tuer avant le matin, dit-elle. Je sais. Alliez-vous la laisser faire? » Elias ne répondit pas. Elle hocha lentement la tête comme s'il avait dit quelque chose au lieu de rien. « Ma maman peut arranger ça. Elle a soigné un homme une fois qui avait été mordu par un serpent à sonnette si gravement que tout son bras était devenu noir. Il était méchant et ingrat et ne méritait pas la peine qu'elle s'est donnée, mais elle l'a soigné quand même. » Elle fit une pause. « Elle vous soignera aussi si je le lui demande gentiment. Votre maman ne me connaît pas. » « Non. » La fillette croisa les bras sur sa poitrine menue. « Mais elle me connaît, moi, et c'est moi qui demande. » Elias la regarda un long moment. Le soleil tombait rapidement derrière la crête ouest, donnant au ciel la couleur du sang séché. Il lui restait peut-être 2 heures de lumière et moins que ça de conscience utile. La fièvre avait grimpé tout l'après-midi, rendant les bords de sa vision flous et étranges. Il connaissait les mathématiques de sa propre mort. Il faisait les calculs depuis des jours. « Quel est votre nom? » demanda-t-il. « June Hartwell. » Elle tendit la main avec la formalité de quelqu'un de 2 fois sa taille. « J'ai 10 ans et je peux lire tout ce que vous me mettez sous les yeux. Quel est le vôtre? » Il lui serra la main. Sa poigne était plus forte qu'il ne s'y attendait. « Elias Croft. » « Eh bien, Monsieur Croft. » Elle relâcha sa main et le regarda fixement. « Vous avez 2 choix. Vous pouvez rester assis ici et finir ce que vous avez commencé, ou vous pouvez venir avec moi et laisser ma maman décider si vous valez la peine d'être sauvé. » Elle fit une pause. « Mais j'ai déjà décidé que vous l'êtes, alors j'apprécierais que vous vous leviez. » Elias Croft avait survécu à Antietam. Il avait survécu à 3 hivers comme éclaireur dans le territoire du Wyoming. Il avait survécu à une embuscade comanche qui avait tué 4 hommes meilleurs que lui.
et à une débandade de bétail qui aurait dû lui arracher les jambes aux genoux. Il n'avait pas survécu à tout cela pour être défait par une fillette de 10 ans, pieds nus, dans l'arrière-pays du Colorado. Il ramassa le revolver et le rengaina. Puis il attrapa la clôture de bois derrière lui et se hissa debout. Le monde bascula violemment vers la gauche. Il serra les dents et attendit que ça s'arrête. « Appuyez-vous sur moi, » dit June, se plaçant à son côté sans qu'on le lui demande. « Tu n'es pas assez grande. Je suis plus grande que vous ne le pensez. » Elle se glissa sous son bras avec l'efficacité exercée de quelqu'un qui avait déjà fait cela, ou quelque chose de semblable. « Et vous n'êtes pas aussi lourd que vous en avez l'air. Allez, ce n'est pas loin. » C'était loin. Chaque pas envoyait une nouvelle vague de feu à travers la cuisse infectée d'Elias, jusqu'à sa hanche et sa colonne vertébrale. La fièvre rendait la distance élastique. Parfois, la crête semblait assez proche pour être touchée, et parfois elle reculait comme un mirage. Mais June continuait de parler, sa voix un point d'ancrage stable dans l'obscurité grandissante, et donc il continuait de marcher. « Nous avons 4 chevaux et une vache laitière nommée Biscuit, » dit-elle en le guidant autour d'un rocher. « Ne vous fiez pas au nom. Biscuit a un caractère de chat mouillé. Elle a donné un coup de pied dans le tibia de maman le mois dernier et a laissé un bleu de la taille de mon poing. Elle ajusta sa prise. Nous avons aussi des poules. 16, bien que les renards continuent de réduire ce nombre, quoi que nous fassions. Depuis combien de temps êtes-vous ici? Réussit à dire Elias. Parler le maintenait conscient. Il se concentra sur ces mots comme un homme qui se noie se concentre sur une corde. 4 ans, depuis la mort de papa. Sa voix ne se brisa pas sur les mots, mais elle les contourna avec précaution, comme on contourne quelque chose de tranchant qu'on a appris à naviguer. Maman a déposé la demande de concession de terre elle-même. Elle a construit la moitié de la clôture elle-même. Elle a engagé 2 hommes pour l'aider avec les gros travaux, mais ils sont partis à l'arrivée de l'hiver. Un temps, la plupart des gens partent. Pourquoi êtes-vous resté? June réfléchit à cela. Parce que maman n'abandonne pas, et parce que moi non plus. Elle leva les yeux vers lui. Vous me donnez l'impression d'être quelqu'un qui n'abandonne pas non plus, Monsieur Croft, même quand vous essayez. Elias n'eut rien à répondre à cela. La propriété des Hartwell apparut au-dessus de la crête, dans un flot de lumière chaude de lampe qui frappa Elias quelque part derrière son sternum et fit que la chose dans sa poitrine qui s'était tue ces derniers mois s'agita brièvement, revenant à la vie. C'était petit. Une maison en rondin, une grange penchant légèrement vers l'est, un poulailler au toit réparé, un potager bordé de pierres de rivière. Mais quelqu'un s'était battu contre la nature sauvage pour chaque centimètre de cet endroit. Quelqu'un avait refusé de le laisser partir. « Maman !» La voix de June trancha l'air du soir. « Maman, sors. J'ai ramené quelqu'un. » La porte s'ouvrit. Adelaide Hartwell apparut sur le porche, et même à travers le voile de la fièvre et la lumière défaillante, Elias put voir le fusil qu'elle tenait. Elle l'avait sorti déjà chargé, déjà pointé bas, de la manière exercée d'une femme qui avait appris à répondre aux inconnus depuis une position de préparation. Elle était grande pour une femme, mince à la manière des gens qui travaillent sans arrêt, avec des cheveux sombres tirés en arrière et des yeux qui captaient la lumière de la lampe et la renvoyaient comme du fil de cuivre. Ses yeux se posèrent sur Elias et ils ne s'adoucirent pas. « June !» Sa voix était contrôlée, mais à peine. « Qu'as-tu fait? »« Il a besoin d'aide, maman. Sa jambe est gravement infectée et il brûle de fièvre, et je l'ai trouvé près du passage du vieux ruisseau des bûcherons, et il était sur le point de... » Elle s'arrêta, recalcula. « Il a besoin d'aide. » Les yeux d'Adelaide s'étaient déjà reportés sur Elias. Ils le parcoururent avec la minutie clinique d'une femme qui avait appris à évaluer rapidement les menaces. « Ancien soldat, » disait son expression, « dangereux, armé. »« Vous êtes de la cavalerie, » dit-elle d'un ton neutre. Elias remarqua que sa prise sur le fusil ne changea pas. « J'étais, » dit-il, « démobilisé il y a 18 mois. Démobilisé ou déserteur. Démobilisé, avec les honneurs. » Il fit une pause. « Pour ce que ça vaut. » À mon expérience, la mâchoire d'Adelaide se serra. « Ça ne vaut rien du tout. » Elle regarda sa fille. June rentre à l'intérieur. « Maman, maintenant. » June ne bougea pas. Elle tint bon, le menton levé et les pieds nus plantés dans la terre comme des racines, et elle regarda sa mère avec une expression qui était à la fois supplication et défi. « Tu dis toujours qu'on ne choisit pas qui a besoin d'aide, dit-elle. Tu dis qu'on choisit seulement si on la donne.
Quelque chose traversa le visage d'Adelaide, disparut avant qu'Elias ne puisse le nommer. Ce n'est pas la même situation. En quoi est-ce différent? June m'a... Maman, la voix de June était devenue calme, stable. Il allait mourir là-bas. Peut-être pas de la jambe. Il allait mourir là-bas et je ne pouvais pas le laisser. Elle leva les yeux vers sa mère sans ciller. Je ne pouvais pas le laisser comme les gens nous ont laissés. Le silence qui suivit dura assez longtemps pour qu'un engoulevent entame et termine son chant dans l'obscurité. Adelaide se tenait sur le porche avec son fusil, son chagrin et ses très bonnes raisons de dire non, et elle regarda sa fille. Elias observa la bataille se dérouler sur son visage avec la lente inévitabilité d'une marée montante. « La grange », dit-elle finalement. « Mettez-le dans la grange, je vais chercher ma trousse. Merci, maman. Ne me remercie pas, je n'ai encore rien décidé. » Adelaide disparut à l'intérieur, la porte se refermant derrière elle avec une fermeté qui n'était pas tout à fait un claquement. June expira à côté d'Elias. « Elle va vous aider, » dit-elle doucement. Elle a dit qu'elle n'avait pas décidé. C'est ce qu'elle dit quand elle a déjà décidé et qu'elle est juste en colère à ce sujet. June le dirigea vers la grange. « Allez, il fait plus chaud ici. » La grange était sombre et sentait le foin, le cheval et la chaleur poussiéreuse particulière des animaux dans un espace clos. Elias s'affaissa sur une botte de foin, laissa sa tête retomber contre le mur et laissa le monde basculer un instant, juste un instant, avant de se ressaisir. June alluma une lanterne avec des mains expertes. Les chevaux s'agitèrent dans leur stalle. Un vieux chien de chasse dans un coin leva la tête pour regarder Elias avec un désintérêt total, puis la repoussa. Adelaide entra 5 minutes plus tard avec une bassine d'eau, une trousse en cuir et une expression qui disait qu'elle s'était disputée avec elle-même tout le long du trajet depuis la maison et qu'elle avait perdu. « Toi, dit-elle à June, assieds-toi dans ce coin et ne parle pas, sauf si je te demande quelque chose. »« Oui, maman. » Adelaide posa la bassine et regarda la jambe d'Elias, les mains sur les hanches. « Quand avez-vous reçu cette blessure? »« Il y a 8 jours, une flèche. Je l'ai retirée moi-même. » 8 jours. Elle s'accroupit, déroula le bandage sans cérémonie, et l'odeur qui s'en dégagea fit même légèrement crisper sa mâchoire. « Vous devriez déjà être mort. J'ai déjà entendu ça. »« De qui? » ?»« Des médecins, principalement. » Adelaide leva les yeux vers lui. Pendant une fraction de seconde, quelque chose traversa son visage qui n'était pas tout à fait du mépris et pas tout à fait autre chose qu'Elias put nommer. Puis elle baissa de nouveau les yeux sur la blessure. « Ça va faire plus de mal que tout ce que vous avez ressenti aujourd'hui, » dit-elle. « J'ai connu pire. » Non, elle ouvrit la trousse et attrapa la bouteille de whisky à l'intérieur. « Vous n'avez pas connu pire. » Elle avait raison. Elias serra les dents contre le son qui voulait sortir de lui quand l'alcool toucha la blessure. Et il y parvint presque. Et ce presque était le mieux qu'il put faire. On lui avait déjà tiré dessus. On l'avait déjà coupé. Un chirurgien de régiment lui avait retiré une balle de l'épaule avec un outil à peine plus évolué qu'une fourchette de cuisine. Rien de tout cela n'était comme ça. « Tenez-vous tranquille, » dit Adelaide, et ses mains étaient impitoyables et précises, travaillant la blessure avec une efficacité qui ne laissait aucune place à la pitié ou à l'hésitation. Elle savait ce qu'elle faisait. Elle l'avait déjà fait. Il ne savait ni quand, ni comment, ni sur qui, mais la certitude de ses mains était indubitable. « Du fil, » dit-elle à June. June apparut au coude de sa mère avec du fil et d'une aiguille, le visage pâle mais stable. « Ça va? » demanda Elias à la fillette. « J'ai vu pire, » dit June, puis s'arrêta et ajouta doucement, « presque. » Quand ce fut terminé, Adelaide s'assit sur ses talons, posa ses mains à plat sur ses cuisses et regarda son travail avec l'œil critique de quelqu'un qui attendait mieux de soi-même que ce qu'on parvenait habituellement à livrer. « Je l'ai nettoyé aussi bien que j'ai pu, » dit-elle. « La fièvre tombera ou elle ne tombera pas. Si elle ne tombe pas d'ici le matin, » elle s'arrêta. « Alors je serai mort d'ici le matin, » dit Elias. « Vous pouvez le dire. J'ai fait de la paix avec ça. » « Vraiment? » Ce n'était pas une question. Ses yeux rencontrèrent les siens et cette fois, ils y restèrent. Le regard qu'ils contenaient était quelque chose auquel il ne s'était pas attendu. Pas du mépris, pas de la pitié. Quelque chose de plus compliqué que l'un ou l'autre. « Mon mari aussi avait fait de la paix avec la mort, » dit-elle. « Il m'a dit de ne pas pleurer trop longtemps. Il a dit que j'irais bien. Un temps, il avait tort sur ce dernier point. Je suis désolé pour votre mari. »
L'êtes-vous? Toujours pas une question. Oui, madame. Mon mari s'appelait Robert Hartwell, dit Adelaide. Il est mort à 3 kilomètres d'ici il y a 4 ans, quand une compagnie de cavalerie a décidé que son chariot avait l'air suspect et n'a pas pris la peine de poser de questions avant de commencer à tirer. Elle soutint son regard sans aucune expression sur son visage. Ils ont dit que c'était une erreur. Ils ont dit qu'ils étaient vraiment désolés. Ils étaient vraiment désolés et Robert était toujours mort et ma fille a grandi sans père et je tiens cette terre seule depuis. Elle se leva. Alors, quand vous me dites que vous êtes désolé, Monsieur Croft, je crois que vous le pensez. Je veux juste que vous compreniez que votre désolé et mon désolé sont deux choses différentes. Elias ne dit rien. Il n'y avait rien à dire à cela. Adelaide rassembla sa trousse. Il y a une couverture sur la barrière. June vous apportera de l'eau avant de dormir. Elle se tourna pour partir. Madame Hartwell. Elle s'arrêta mais ne se retourna pas. Votre fille m'a trouvé au pire moment que j'ai eu depuis longtemps, dit Elias lentement. Je ne vais pas vous dire ce que je faisais quand elle m'a trouvé, car vous avez assez de poids à porter sans y ajouter le mien. Mais je veux que vous sachiez. Il s'arrêta, recommença. Elle va devenir quelqu'un, cette fille. Elle l'est déjà. C'est vous qui avez fait ça. Un long silence. Je sais, dit Adelaide doucement. Puis elle sortit de la grange, la porte se refermant derrière elle, et Elias se retrouva seul à la lueur de la lanterne avec le vieux chien de chasse, le bruit de la respiration des chevaux et la fièvre qui n'était pas encore tombée. June apparut dans l'embrasure de la porte quelques minutes plus tard, avec une tasse en étain d'eau et un biscuit enveloppé dans un tissu. Elle les lui tendit sans cérémonie et s'assit en tailleur dans le foin en face de lui. « Elle ne vous déteste pas, dit-elle. Je veux que vous le sachiez. Elle déteste ce qui est arrivé à papa. Elle déteste l'uniforme, mais elle ne vous déteste pas, vous. Elle ne peut pas. Elle essaie et elle n'y arrive pas. Elle tira sur un fil lâche de sa robe. C'est comme ça que je sais qu'elle vous aidera à guérir. Vous semblez très sûr de beaucoup de choses pour une enfant de 10 ans. Je fais attention. Elle le regarda droit dans les yeux. Voulez-vous guérir, Monsieur Croft? Pas seulement de la jambe. Je veux dire le reste. Ce qu'il y avait sur votre visage quand je vous ai trouvé. La question resta en suspens entre eux dans la pénombre chaude. Elias tourna la tasse en éteint dans ses mains. Il pensa aux 18 mois écoulés depuis sa démobilisation, aux villes qu'il avait traversées, au travail qu'il avait pris et abandonné, au matin où il s'était réveillé et avait dû trouver une raison de se lever, à la façon dont les raisons s'étaient amenuisées jusqu'à ce qu'il n'y en ait plus, et il était parti dans l'arrière-pays avec une seule balle, et un plan qu'une fillette de 10 ans avait interrompu avant qu'il ne puisse le mener à bien. « Je ne sais pas, dit-il honnêtement, mais c'est peut-être la première réponse honnête que je donne depuis longtemps. » June hocha la tête comme si c'était acceptable. « C'est un début, dit-elle. C'est comme ça que maman a guéri après la mort de papa. Elle ne savait pas si elle voulait continuer. Elle a juste continué à ne pas s'arrêter, et finalement, ne pas s'arrêter est devenu quelque chose de plus proche de vouloir. Elle se leva et brossa le foin de sa robe. « Dormez, Monsieur Croft. Maman viendra voir comment vous allez pendant la nuit, qu'elle l'admette ou non. » Elle se glissa par la porte et la grange s'installa dans le silence autour de lui. Elias s'allongea sur le foin, fixa les chevrons et écouta le son de la propriété la nuit. La voix de June murmurant à travers les murs de la maison. Celle d'Adelaide répondant d'un ton plus bas. Le grincement d'un fauteuil à bascule. Le vent soufflant dans les pins sur la crête. Les bruits d'un foyer abîmé, fatigué, et pourtant toujours vivant, toujours en marche, toujours là. La fièvre le fit sombrer lentement, comme une rivière emporte une pierre, et quelque part dans l'obscurité avant le matin, il ne rêva de rien. Pas de champ de bataille, pas de visage, pas de poids des choses faites et laissées inachevées. Seulement le calme, la chaleur et le son lointain d'une voix de femme qu'il n'avait pas encore mérité le droit d'entendre. Mais il allait être en vie le matin pour essayer. C'était quelque chose. C'était plus que ce qu'il avait eu la veille. La fièvre tomba vers 3 heures du matin. Elias le sut de la même manière qu'on sait qu'une tempête est passée, non par une seule chose, mais par l'absence soudaine de pression, la qualité de l'air qui change, le corps qui se détend après avoir été crispé si longtemps qu'il en avait oublié ce qu'était la normalité. Il resta allongé sur la botte de foin dans le noir, sentant la sueur refroidir sur sa peau
et pensant avec une sorte de surprise sourde qu'il était toujours en vie. Il entendit la porte de la grange s'ouvrir quelques minutes plus tard. Des pas légers. Une lanterne à faible lueur, Adelaide Hartwell, se tenait au-dessus de lui avec une tasse en étain dans une main et son autre main brièvement posée sur son front. Un contact clinique, bref et impersonnel, partit avant qu'il ne puisse y réagir. Elle se redressa. « La fièvre est tombée, dit-elle comme si elle rapportait la météo. « Oui, madame, buvez ça. » Elle tendit la tasse. « C'est une tisane d'écorce de saule. Ça a le goût de la boue de ruisseau, mais ça empêchera la fièvre de revenir. » Il la but. Elle avait raison pour le goût. « Quelle heure est-il? » « Assez tard pour que vous devriez dormir et assez tôt pour que je devrais l'être aussi. » Elle ne bougea pas pour partir. Elle se tenait les bras croisés sur sa poitrine, le regardant avec cette expression prudente et évaluatrice qu'il commençait à reconnaître comme son état par défaut, le visage d'une femme qui avait appris à voir les menaces avant qu'elles ne se matérialisent. Comment va la douleur? Supportable. Ça veut dire mauvaise. Ça veut dire supportable, Madame Hartwell. Quelque chose bougea au coin de sa bouche. Pas tout à fait un sourire. Le fantôme d'un sourire, peut-être. Vous êtes têtu, dit-elle. On me l'a déjà dit. Par qui? Mon commandant, principalement. Avant que je n'en ai plus. Il lui rendit la tasse vide. Depuis combien de temps venez-vous voir comment je vais? Un silence. Je ne suis pas venu. La lanterne est chaude, dit Elias. Elle était allumée avant que vous n'entriez. Vous êtes déjà venu ici ce soir. Adelaide le regarda un long moment. Vous êtes observateur. J'ai été éclaireur pendant 6 ans. C'est une habitude difficile à perdre. Il bougea sur le foin, essayant de trouver une position qui ne tirait pas sur la blessure suturée. Vous n'avez pas à prétendre que vous vous fichez que je vive ou que je meure, Madame Hartwell. June m'a déjà dit que vous viendriez voir comment j'allais, que vous l'admettiez ou non. June parle trop. June parle juste assez. Il leva les yeux vers elle. Elle est remarquable, vous le savez. La mâchoire d'Adelaide se serra. Je sais. Elle posa la tasse sur la barrière à côté de lui et se tourna pour partir, puis s'arrêta et se retourna. Elias eut l'impression que ce n'était pas quelque chose qu'elle faisait souvent, revenir sur une décision à mi-chemin. Vous avez dit hier soir que vous n'alliez pas me dire ce que vous faisiez quand June vous a trouvé, dit-elle. Je ne vous le demande pas, mais je veux que vous sachiez que je ne suis pas assez sotte pour ne pas l'avoir deviné. Ses yeux restèrent fixés sur les siens. Je veux que vous sachiez que si vous êtes toujours dans cet état où vous étiez, vous devez me le dire. Pas parce que je serai douce à ce sujet. Je ne le serai pas, mais parce que ma fille a déjà décidé que vous comptiez et je ne la laisserai pas regarder une autre personne disparaître. Les mots lui parvinrent doucement, mais ils avaient du poids. Un poids réel. Je ne suis pas dans cet état, dit Elias lentement. Je ne suis pas sûr de pouvoir promettre que je n'y retournerai pas. Mais en ce moment, ce soir, non. Je n'y suis pas. Adelaide hocha la tête une fois. Très bien. Elle ramassa la lanterne. Dormez, Monsieur Croft. J'enverrai June avec le petit déjeuner au lever du soleil. Elle partit et l'obscurité s'installa de nouveau autour de lui. Elias fixa le plafond et pensa à ce que signifiait qu'une femme, avec toutes les raisons de haïr sa vue, soit venue vérifier sa fièvre au milieu de la nuit. Il ne s'en fit pas trop d'idées, mais il ne l'ignora pas non plus. Il s'endormit de nouveau avant de pouvoir décider ce qui était le plus sage. June arriva avec le petit déjeuner comme elle est arrivée à tout, en vitesse, avec enthousiasme, portant plus qu'elle n'aurait dû pouvoir gérer. Elle avait une assiette d'œufs et de pain de maïs dans une main, une boîte de café dans l'autre et un livre sous le bras. Elle posa le tout sur le foin à côté d'Elias, puis s'assit en tailleur et le regarda avec l'évaluation directe et sans complexe d'une enfant qui n'avait pas encore appris à faire semblant de ne pas regarder quelque chose. « Vous avez meilleure mine, dit-elle. Bonjour à vous aussi. Maman a dit que vous aviez passé la nuit, alors je lui ai dit que je le lui avais bien dit, et elle a dit que ce n'était pas une chose correcte à dire. Et j'ai dit qu'elle m'avait appris à toujours dire la vérité, et elle n'a pas eu de réponse à ça. » June prit le livre à côté d'elle. « Savez-vous lire? »« Je sais lire. »« Bien, j'ai travaillé sur celui-ci. » Elle tendit un exemplaire usé de David Copperfield, le dos cassé et les pages ramollies par l'usage. Il y a des mots dedans que maman n'arrive pas à comprendre non plus, et c'est la personne la plus intelligente que je connaisse. Alors, si vous n'y arrivez pas, on les sautera et on décidera qu'ils ne sont pas importants.
Elias prit le livre, l'ouvrit à une page au hasard. Procrastination, dit-il. C'est un de ces mots. Ça veut dire remettre à plus tard ce que vous devriez faire maintenant. June réfléchit à cela. Maman dit que c'est un péché. Votre maman semble être une femme de forte conviction. Elle l'est. June pencha la tête. Quelles étaient vos convictions, Monsieur Croft, avant que tout n'aille de travers? La question atterrit avec la précision particulière de quelque chose qu'un enfant demande sans savoir avec quelle justesse il a visé. Elias posa le livre, prit le pain de maïs et réfléchit à la manière de lui répondre honnêtement, sans lui donner plus qu'elle n'avait besoin de porter. Je croyais qu'il fallait agir correctement avec les gens, dit-il finalement. Je croyais que la parole d'un homme était la chose la plus importante qu'il possédait. Je croyais que le travail que l'on fournissait déterminait la vie que l'on obtenait. Il fit une pause. Puis j'ai passé 6 ans dans des circonstances qui ont puni assez complètement ces 3 croyances, et j'en suis sorti sans plus savoir en quoi je croyais. Alors, vous avez arrêté de croire en des choses? Plutôt, je suis tombé à court de choses en quoi croire. June hocha lentement la tête, retournant cela avec le sérieux qu'elle apportait à la plupart des choses. Maman a traversé quelque chose comme ça après la mort de papa, dit-elle. Elle a arrêté de planter le potager la 2e année. Elle a juste arrêté, l'a laissé aux mauvaises herbes. Je ne comprenais pas à l'époque, mais je crois que je comprends maintenant. Quand on perd la chose principale, parfois on ne peut plus s'accrocher aux plus petites choses non plus. Elle le regarda. Mais elle a recommencé à planter. La 3e année, elle a recommencé à planter. Qu'est-ce qui a changé? Moi. June le dit simplement, sans fierté, juste comme un fait. Je lui ai demandé si on pouvait faire pousser des tournesols. Je ne sais pas pourquoi j'ai demandé. Je voulais juste voir quelque chose de jaune, et elle a dit oui, et puis elle était là dehors à planter, et une fois qu'elle a commencé, elle a juste continué. Elle haussa les épaules. Parfois, on a besoin d'une raison assez petite pour dire oui. Elias regarda la fillette un moment. Quel âge avez-vous dit que vous aviez? 10 ans, vous en êtes sûr, depuis avril dernier. Elle lui sourit, et pendant un instant, elle n'était qu'une enfant, sans défense et radieuse. Pourquoi? Parce que vous parlez comme quelqu'un qui est ici depuis bien plus longtemps. Le sourire s'adoucit en quelque chose de plus compliqué. Papa disait la même chose, dit-elle doucement. Il disait que j'étais sorti du ventre de ma mère en sachant déjà des choses. Elle tripota l'ourlet de sa robe. Il me manque. Je ne me souviens plus de sa voix, et c'est la partie qui me fait peur. Je me souviens de ses mains. Je me souviens qu'il sentait la résine de pain et le cuir, mais la voix s'éloigne de plus en plus. Elle leva les yeux vers Elias directement, sans reculer devant sa propre honnêteté. Est-ce que ça arrive? Les gens s'effacent-ils simplement? Elias pensa à son frère. Thomas, 17 ans, mort à Shiloh avec une lettre de leur mère encore non lue dans la poche de son manteau. Il avait passé 3 ans à essayer de se souvenir du son exact du rire de Thomas sans y parvenir, et il comprenait ce que June décrivait avec une précision qui faisait mal. Certaines choses s'effacent, dit-il avec précaution. Mais les parties importantes restent. La façon dont on se sentait avec une personne, ça ne part pas. La forme qu'elle a laissée dans votre vie, les habitudes que vous avez apprises grâce à elle, ça reste. June resta silencieuse un moment, puis elle dit « Papa m'a appris à jouer aux cartes. Maman dit que c'est une chose terrible à apprendre à un enfant, mais elle joue aux cartes avec moi tous les dimanches soirs quand même. » Elle sourit de nouveau, plus petitement cette fois. Je pense qu'elle le fait parce que c'était son truc. Elle continue son truc même quand elle fait semblant de me faire plaisir. Votre maman a le cœur plus tendre qu'elle ne veut le laisser paraître. Oui. June se leva et ramassa l'assiette vide. Ne lui dites pas que je vous l'ai dit. Elle serait furieuse. Elle le laissa avec le livre et le café qui refroidissaient, et Elias s'assit avec les deux et écouta les brises de la propriété qui s'éveillaient autour de lui. Adelaide s'acquittant des tâches matinales avec l'efficacité concentrée qu'il apprenait déjà à reconnaître. Le rythme particulier de quelqu'un qui a organisé son chagrin en productivité et refuse de se laisser arrêter. Le jour où il se tint debout, la douleur lui faisait mal aux dents du fond, mais il était debout, ce qui était plus qu'il n'avait espéré quand Adelaide s'était attaqué à la blessure avec ce whisky et cette expertise impitoyable. Il boita de la grange à la clôture qui séparait la cour du pâturage et resta là, dans l'air froid du matin, la main sur la barrière, et respira, juste respira.
et laissa les montagnes lui rappeler que le monde était considérablement plus grand que sa propre ruine. Il l'entendit avant de la voir. Le craquement des bottes sur l'herbe gelée, assez délibéré pour qu'elle veuille qu'il sache qu'elle arrivait. « Vous ne devriez pas être debout sur cette jambe, dit Adelaide, s'arrêtant à quelques pas de lui. « Probablement pas. Alors pourquoi l'êtes-vous? » Parce que la grange devenait de plus en plus petite d'heure en heure. Il regarda le pâturage. 3 des poteaux de clôture du côté éloigné penchaient dangereusement, un déjà tombé. « Cette section va céder avant que l'hiver ne s'installe vraiment, dit-il. Adelaide suivit son regard. « Je sais. J'avais l'intention de m'en occuper. Je peux la réparer. Vous tenez à peine debout. Je tiens assez bien debout pour enfoncer un poteau de clôture. » Il se tourna pour la regarder. « Je vous dois la vie, Madame Hartwell. J'aimerais commencer à faire quelque chose pour cette dette. » Adelaide le regarda avec cette expression plate et mesurée. « Je ne vous ai pas sauvé pour que vous me deviez quelque chose, dit-elle. Je vous ai sauvé parce que June me l'a demandé. Et parce que vous laisser mourir dans ma grange n'était pas quelque chose que j'étais prête à avoir sur la conscience. C'est le début et la fin de l'histoire. Très bien, je n'appellerai pas ça une dette, alors. » Il regarda de nouveau la clôture. « Mais j'aimerais réparer vos poteaux de clôture quand même. » Une longue pause. « Il y a une tarière dans la grange, dit-elle finalement, et des poteaux neufs coupés et empilés du côté sud. June vous montrera où. » Elle se tourna pour partir, puis s'arrêta de cette manière qu'elle avait de s'arrêter, comme si elle était sur le point de partir, puis avait changé d'avis. « N'en faites pas trop, dit-elle sans se retourner. Si vous rouvrez cette blessure, je ne la recoudrai pas. » Oui, madame, elle retourna à la maison et Elias la regarda partir, sentant quelque chose dans la région de sa poitrine, faire quelque chose qu'il ne lui avait pas donné la permission de faire. Il répara les poteaux de clôture. Cela prit la majeure partie de la matinée et fit considérablement plus mal qu'il ne l'avait anticipé. Mais quand il eut fini, la ligne était droite et solide, et la satisfaction particulière de cela, la simple et nette satisfaction d'une chose bien faite, le frappa quelque part. Il n'avait rien ressenti de tel depuis très longtemps. June s'assit sur la lisse supérieure à l'extrémité et le regarda travailler, entretenant une conversation constante sur tout et rien, posant des questions sur la cavalerie, les territoires, à quoi ressemblait la neige dans le Wyoming, et s'il avait déjà rencontré un vrai guerrier Apache. Il répondit aussi honnêtement qu'il le pouvait pendant que ses bras se souvenaient de ce que le travail utile procurait. Adelaide sortit à midi avec de l'eau et des biscuits et les posa sur la barrière de la clôture sans commentaire. Elle regarda la section réparée un moment. « Vous faites du bon travail, dit-elle. »« Mon père était fermier, dit Elias. Avant tout le reste, j'ai appris les poteaux de clôture. » Elle le regarda. « Où est votre père maintenant? »« Mort, ma mère aussi. La fièvre, l'hiver de mes 19 ans. Il prit l'eau, j'avais un frère. Il est mort à Shiloh. » Quelque chose sur le visage d'Adelaide changea. Pas un adoucissement, exactement, mais quelque chose. Une reconnaissance peut-être. La manière particulière dont une personne identifie le chagrin chez une autre parce qu'elle porte le sien. « Je suis désolé, dit-elle. Merci. » Il but. « Je sais que ça ne change rien, mais je le pense. » Elle le regarda fixement un moment. « Je sais que vous le pensez, dit-elle, et sa voix avait perdu un peu de son tranchant. Pas tout, mais un peu. Et pour Adelaide Hartwell, il commençait à comprendre qu'un peu, c'était beaucoup. Elle les laissa à l'après-midi et June descendit de la barrière et se mit à marcher à côté d'Elias alors qu'il boitait vers la grange et elle dit « Elle a dit que vous faites du bon travail. J'ai entendu. Elle ne dit pas ça aux gens. » June leva les yeux vers lui. Elle ne l'a dit à aucun des 2 hommes qu'elle a engagés l'été dernier. Elle leur a dit quoi faire, les a payés ce qu'elle leur devait, et c'est tout. Elle fit une pause. Elle vous l'a dit à vous. N'y vois pas trop de choses. Je n'y vois rien du tout, dit June d'une voix qui suggérait qu'elle y voyait beaucoup de choses. Je ne fais qu'énoncer des faits. Vous avez dit que votre père vous avait appris que la parole d'un homme était la chose la plus importante qu'il possédait. Elle le regarda de côté. Maman dit que les actions sont plus importantes que les mots. Elle dit que les mots sont faciles et que les actions sont ce qui prouve les choses. Elle contourna une ornière dans la cour. Vous êtes ici depuis 4 jours et vous avez réparé sa clôture. C'est une action. Ce sont des poteaux de clôture, June. Tout commence quelque part, dit-elle avec la confiance absolue d'une personne qui n'a pas encore été assez déçue pour perdre foi dans les points de départ. Et elle alla ramasser les œufs,
et Elias resta dans la cour avec sa mauvaise jambe et sa blessure en voie de guérison et la faible lumière du soleil d'octobre sur son visage, et se permit à peine d'envisager la possibilité qu'elle ait raison. Ce soir-là, Adelaide prépara un ragoût de chevreuil qui sentait quelque chose qu'Elias avait renoncé à attendre du monde. Ils mangèrent tous les trois à table ensemble au début, et la conversation était prudente et brève, June en assurant la majeure partie. Mais le silence entre ses contributions n'était plus entièrement hostile. C'était devenu autre chose, quelque chose qui avait de la place en lui. Après que June fut allée se coucher, Adelaide versa 2 tasses de café et en posa une devant Elias sans lui demander s'il en voulait. Elle s'assit en face de lui, enroula ses 2 mains autour de sa propre tasse et regarda le grain du bois un moment avant de lever les yeux. « Mon mari a déposé cette concession de terre 8 mois avant de mourir, dit-elle. Il disait que cette vallée vaudrait quelque chose un jour. Il disait que le chemin de fer passerait et que tout le territoire s'ouvrirait. Et si nous étions là les premiers avec un titre de propriété en règle, nous serions à l'abri pour la vie. » Elle fit une pause. Il avait raison pour la terre. Il n'était juste pas là pour le voir. Elle regarda Elias directement. Il y a des hommes qui le savent, des hommes qui font des offres depuis la première année. Je les ai refusés à chaque fois. Ils reviendront. Ils reviennent toujours. Sa mâchoire se serra, et je continuerai de les refuser. Cette terre est à moi. C'était à Robert, et maintenant c'est à moi, et un jour ce sera à June, et je ne me laisserai pas presser, ni manœuvrer, ni embobiner pour un seul arpent. Je vous crois, dit Elias. Elle l'étudia. Vous n'allez pas me dire que c'est trop pour une femme seule à gérer. Vous n'allez pas suggérer que je ferais mieux de prendre l'argent et de trouver un endroit plus facile. Non, madame. La plupart des hommes le font. Je ne suis pas la plupart des hommes, madame Hartwell. Un temps de silence. Non, dit Adelaide lentement, comme si elle admettait quelque chose qu'elle n'avait pas entièrement décidé d'admettre. Je commence à penser que vous ne l'êtes pas. Elle se leva, ramassa les tasses, se dirigea vers la bassine. Le dos tourné, elle dit « Vous pouvez dormir dans la maison ce soir. Il y a une chambre d'amis. Elle est petite, mais plus chaude que la grange. » Elle ne se retourna pas. June voudrait ça. Elle s'inquiète pour vous là-dehors. Seulement June, la question lui échappa avant qu'il ne puisse la retenir. Il vit ses épaules se raidir une fraction de seconde. Puis elle posa les tasses dans la bassine. « Bonne nuit, Monsieur Croft, dit-elle, et sa voix était soigneusement neutre, et il y avait quelque chose en dessous qui n'était pas neutre du tout. « Bonne nuit, Madame Hartwell. » Il s'installa dans la chambre d'amis cette nuit-là et s'allongea dans le lit étroit, écoutant la maison s'installer autour de lui. Il entendit June parler doucement dans son sommeil et Adelaide accomplir ses dernières routines silencieuses avant que la lampe ne s'éteigne. Les brises d'un foyer, les brises de gens qui étaient toujours là, toujours en train de se battre, refusant toujours de s'arrêter. Il pensa à ce que June avait dit à propos d'Adelaide replantant des tournesols, à propos de raisons assez petites pour dire oui. Il pensa aux poteaux de clôture droit dans la lumière froide du matin et à la façon dont Adelaide les avait regardés pendant ce seul moment sans garde avant de se souvenir d'être prudente. Il pensa à l'aspect de la vallée au coucher du soleil depuis la crête, les montagnes devenant dorées, les ombres s'allongeant, et le monde entier semblant, le temps d'un souffle, un endroit où il valait la peine de rester. Et Elias Croft, qui était parti avec une seule balle et plus rien à perdre, ferma les yeux et dormit toute la nuit sans rêver de mourir. Il rêva plutôt de tournesol. 3 semaines passèrent comme le travail acharné passe vite pendant qu'on le fait, et d'une manière ou d'une autre plus longtemps quand on regarde en arrière et qu'on compte ce qui a été accompli. La jambe d'Elias guérit comme Adelaide l'avait promis, laissant une cicatrice et une légère tiraillement quand le temps se refroidissait, et rien d'autre qui vaille la peine d'être mentionné. Il travaillait comme un homme qui essaie de se prouver quelque chose à lui-même et n'est pas tout à fait prêt à admettre ce que c'est. Du lever au coucher du soleil sans se plaindre, assumant tout ce que la propriété exigeait, puis en cherchant plus. Il renforça le muret de la grange. Il reconstruisit correctement le toit du poulailler, avec de vrais renforts au lieu du rafistolage qu'Adelaide avait réussi seul. Il transporta des pierres de rivière pour renforcer les bordures du potager avant que le sol ne gèle complètement. Il fondit assez de bois de chauffage pour empiler une corde et demie contre le mur nord de la maison, et quand Adelaide sortit et le regarda,
les bras croisés et cette expression mesurée, il retourna simplement en feindre plus. June le suivit pendant la plupart de ses tâches, parlant, demandant, apprenant. Elle avait un esprit qui ne s'arrêtait jamais, qui retournait tout et l'examinait sous tous les angles avant de le classer. Et Elias se retrouva à lui apprendre des choses auxquelles il n'avait pas pensé depuis des années. Comment lire le temps dans la forme des nuages? Comment dire quel bois se fendait proprement et lequel vous résisterait? Comment planter un clou pour qu'il tienne au lieu de se desserrer avec le temps? Elle absorbait tout avec cette attention calme et sérieuse, puis posait 3 autres questions qu'il n'avait pas anticipées. Adelaide observait. Elle ne commentait pas, mais elle observait, et Elias savait qu'elle observait, et aucun d'eux n'en dit rien. Les ennuis s'annoncèrent un mardi matin gris sous la forme d'un homme sur un cheval alezan qui remonta le sentier à une allure qui disait qu'il avait déjà fait ce trajet et s'attendait à être bien reçu. Il était bien habillé de la manière particulière des hommes qui veulent que vous sachiez qu'ils représentent l'argent, un manteau trop fin pour la campagne, des bottes sans une éraflure. Il toucha son chapeau en direction d'Adelaide, qui se tenait sur le porch, et sourit du sourire de quelqu'un à qui on n'a jamais dit non d'une manière qui tienne. Madame Hartwell, mon nom est Douglas Prentice. Je représente la Western Consolidated Land Company de Denver. Il plongea la main dans son manteau et en sortit une enveloppe. Je crois que mon associé, M. Calder, a déjà été en contact avec vous concernant votre propriété. Il l'a été, dit Adelaide. Elle ne bougea pas pour prendre l'enveloppe, et je lui ai donné la même réponse que je vais vous donner. Cette terre n'est pas à vendre. Le sourire de Prentice ne faiblit pas. Je comprends votre attachement, madame, et je le respecte profondément. Cependant, j'ai été autorisé à présenter une offre considérablement plus généreuse que tout ce que vous avez reçu auparavant. Il tendit de nouveau l'enveloppe. L'étude pour le chemin de fer a été confirmée. Cette vallée se trouve sur la route principale. La terre sur laquelle vous vous tenez vaudra 4 fois ce que nous offrons d'ici 18 mois. Nous vous donnons l'opportunité de prendre une somme certaine maintenant plutôt que de risquer. Risquer quoi? Dit Adelaide. Sa voix était très calme. Finissez cette phrase, Monsieur Prentice. Le sourire se maintint, mais quelque chose derrière lui changea. La frontière est imprévisible, Madame Hartwell. Une femme dans votre position. Quelle position est-ce? Elias apparut au coin de la grange sans se presser, apparaissant simplement comme il avait appris à le faire pendant ses années d'éclaireur, présent, déterminé et impossible à manquer. Il s'arrêta au bord de la cour, les pouces dans sa ceinture, et regarda Prentice avec l'attention plate et patiente d'un homme qui a tout le temps du monde et le sait. Prentice le regarda, recalcula. Je ne savais pas que Madame Hartwell avait engagé un ouvrier. Monsieur Croft gère la propriété, dit Adelaide, et la fermeté de sa voix, quand elle le dit, frappa Elias quelque part entre ses côtes. Elle n'avait pas hésité. À quelle position faisiez-vous référence, Monsieur Prentice? Vous étiez sur le point de finir votre pensée. Prentice plia l'enveloppe et la remit dans son manteau avec le soin délibéré d'un homme qui décide de changer d'approche. Je voulais simplement dire que gérer une propriété de cette tasse sans ressources adéquates est une entreprise considérable. Notre offre vous permettrait de vous réinstaller quelque part avec plus de soutien, une meilleure scolarité pour votre fille, plus d'opportunités. June a des opportunités, dit Adelaide. Elle a cette terre et tout ce que nous avons construit dessus. C'est plus d'opportunités que la plupart des gens. Elle descendit d'une marche du porche. Je vais être très clair avec vous, Monsieur Prentice, car j'ai constaté qu'être clair est plus aimable que d'être poli à long terme. Cette terre appartenait à mon mari. Il est enterré à 200 mètres à l'est de là où vous êtes assis. Ma fille est née ici. J'ai déposé une demande de concession légale, payé mes impôts et travaillé chaque centimètre de cette propriété de mes propres mains. Aucun chiffre que vous mettrez dans cette enveloppe ne changera aucun de ces faits. Elle le regarda sans ciller. Maintenant, j'ai du travail à faire. Je vous serai reconnaissante de bien vouloir faire le vôtre ailleurs. Prentice soutint son regard un moment. Puis il regarda de nouveau Elias, et Elias le regarda en retour, et rien ne fut dit, mais la conversation était très claire. Prentice ramassa ses rênes. Je laisserai l'offre à l'agent foncier en ville. Sans ville, dit-il, au cas où vous changeriez d'avis. Il toucha de nouveau son chapeau, et le sourire avait entièrement disparu de son visage. Bonne journée, Madame Hartwell. Il partit.
La cour fut silencieuse un moment après que son cheval eut disparu sur le sentier. June sortit de la maison, se tint sur le porche et regarda sa mère. C'était encore l'homme des terres? Un autre, dit Adelaide. Qu'est-ce que tu lui as dit? La même chose que je leur dis toujours. June hocha la tête, satisfaite, et rentra à l'intérieur. Adelaide resta dans la cour, les yeux fixés sur le sentier vide un moment de plus, puis elle se tourna et regarda Elias. Il vit quelque chose sur son visage qui n'y était pas auparavant. Pas de la peur, exactement. Quelque chose de plus proche du sentiment que l'on a quand on entend un tonnerre lointain et qu'on commence à compter les secondes. Ce ne sera pas la fin, dit-elle. Non, acquiesça Elias. Les hommes comme ça n'abandonnent pas facilement un investissement. Que pensez-vous qu'ils feront? Il y réfléchit honnêtement. La pression d'abord, rendre les choses difficiles. De petites choses qui ne peuvent pas être prouvées. Des problèmes d'eau, des problèmes de clôture, du bétail qui disparaît. Rendre les choses assez difficiles pour que vous commenciez à penser que l'argent semble mieux que le combat. Il la regarda dans les yeux. Ils vous sous-estimeront, ce qui est l'erreur que les hommes comme ça font toujours. Mais quand ils comprendront que ça ne marche pas, ils pourraient essayer quelque chose de plus dur. Adelaide absorba cela sans réaction visible. Je ne partirai pas. Je sais, je le pense vraiment. Peu importe ce qu'ils font, je ne partirai pas, je le sais aussi. Il la regarda fixement. Et je ne partirai pas non plus. Elle le regarda, puis le regarda vraiment, de cette manière qu'elle avait pris soin de ne pas faire trop directement depuis qu'il était rentré de la grange. Il pouvait la voir décider quelque chose, peser quelque chose. « Je ne vous ai pas demandé de rester, dit-elle avec précaution. Non, madame, je vous le dis comme un fait, je ne demande pas votre permission. Il garda sa voix calme. C'est votre terre et votre décision en toutes choses. Mais vous m'avez demandé, il y a 3 semaines, de gérer cette propriété, et c'est ce que j'ai l'intention de faire. Si des hommes viennent chercher des ennuis, les ennuis sont quelque chose avec quoi j'ai une certaine expérience. Une longue pause. Le vent soufflait dans les pins sur la crête. Quelque part dans la grange, la jument s'agita dans sa stalle. « Très bien, dit Adelaide, et elle se retourna vers la maison. Le coup suivant de Prentice arriva 5 jours plus tard et se présenta comme rien, ce qui était exactement le but. Elias trouva la clôture du pâturage sud coupée dans la nuit, des coupes nettes qui n'arrivent pas par accident, et 3 des chevaux disparus. Lui et Adelaide les pistèrent jusqu'à un ravin à 1,5 kilomètre à l'est et les ramenèrent sans incident. Mais le message était clair. Quelqu'un avait été sur leur propriété dans le noir et l'avait fait assez silencieusement pour que ni le chien ni Elias ne les entendent. Il ne dormit pas la nuit suivante. Il s'assit dans le grenier de la grange avec le fusil qu'Adelaide lui avait donné accès sans commentaire et sans cérémonie, le posant simplement contre le mur de sa chambre un soir avec une boîte de cartouches à côté, et il surveilla les abords de la propriété, laissa la nuit passer autour de lui et pensa à ce qui allait arriver. Adelaide le trouva là-haut à l'aube quand elle vint nourrir les chevaux. Elle leva les yeux vers lui, regarda le fusil et ne dit rien pendant un moment. « Vous êtes resté debout toute la nuit, dit-elle. Quelqu'un doit bien le faire. Ce quelqu'un n'a pas à être vous. Si, en ce moment. » Il descendit du grenier. Quelqu'un qui sait ce qu'il fait a coupé ses clôtures, Ada. Il utilisa son nom pour la première fois sans y penser, puis la conscience de cela atterrit entre eux, et il continua avant que l'un ou l'autre ne puisse l'aborder. Ils reviendront. Peut-être ce soir, peut-être dans une semaine, mais ils reviendront, et je veux être prêt. Adelaide resta silencieuse un moment. Il ne pouvait pas dire si elle avait remarqué le nom. Il soupçonnait qu'elle l'avait fait et qu'elle l'avait classé quelque part où elle avait l'intention de l'examiner plus tard. « De quoi avez-vous besoin ?» demanda-t-elle. « Une autre paire d'yeux, si vous le voulez bien. Nous établissons des tours de garde. Je prends la première moitié de la nuit, vous prenez la seconde. Et June? June reste dans la maison avec la porte verrouillée. Elle a de bons instincts et elle n'est pas idiote. Elle saura quoi faire si quelque chose tourne mal à l'intérieur. » Adelaide hocha lentement la tête. Très bien, elle se dirigea vers le bac à nourriture et commença à mesurer la ration du matin. Elias, elle le dit sans lever les yeux. Il entendit la délibération, le choix qu'elle avait fait quelque part entre son utilisation de son nom et ce moment. « Ce que vous avez dit à propos de ne pas partir, j'ai besoin de savoir que vous le pensez, pas par courtoisie,
Pas parce que vous vous sentez obligé après la jambe. Elle leva les yeux vers lui alors, et la franchise de son regard était quelque chose qu'il avait cessé de trouver surprenant et avait commencé à trouver comme un sol solide. J'ai besoin de savoir que vous le pensez, parce que ce qui s'en vient va être difficile, et je ne peux pas organiser mes plans autour de quelqu'un qui pourrait décider que les ennuis n'en valent pas la peine. Je le pense, dit Elias. Je ne vais nulle part. Pourquoi? Elle le demanda simplement, comme elle demandait tout. Donnez-moi la vraie raison. Il pensa aux réponses faciles et les laissa de côté. Parce que je n'ai rien eu qui vaille la peine de rester depuis longtemps, dit-il. Et ça, il regarda autour de lui, la grange, la propriété au-delà, les montagnes derrière. Ça vaut la peine de rester. Vous et June valez la peine de rester. Et je pense que vous le savez, et je pense que c'est ce qui vous fait peur. Le silence qui suivit n'était pas vide. Il était plein de choses qu'aucun d'eux n'était prêt à dire à voix haute, des choses qui avaient besoin de plus de temps, de plus de preuves et de plus de matins ordinaires comme celui-ci avant de pouvoir survivre à être dites. Adèle le regarda un long moment, puis elle retourna au grain et sa voix était très stable. L'approche ouest est plus difficile à surveiller depuis le grenier de la grange, dit-elle. Il y a un meilleur point de vue depuis le sommet du tas de bois si vous déplacez les deux rangées supérieures. Je le ferai ce soir. Bien. Ils travaillèrent le reste de la matinée, côte à côte, sans beaucoup parler, et le silence entre eux était d'un autre genre que celui d'il y a 3 semaines. Il y avait de la place en lui maintenant. Les hommes vinrent un jeudi. Elias les entendit avant de les voir. Le bruit de chevaux marchant lentement, essayant d'être silencieux sans tout à fait y parvenir 2 heures après minuit, quand la lune était couchée et que l'obscurité était à son comble. Il ne bougea pas vite, il bougea bien, ce qui était différent. Il descendit du tas de bois sans bruit, alla à l'arrière de la maison et frappa 2 fois doucement à la fenêtre d'Adelaide. Elle fut debout et à la porte avec son fusil en 40 secondes, ce qui lui dit qu'elle n'avait pas dormi non plus. 2, peut-être 3 chevaux, dit-il doucement, venant du nord-ouest, se dirigeant vers l'enclos à bétail. Elle vérifia son fusil sans un mot et se positionna au coin de la maison. Elias fit un large cercle dans l'obscurité vers l'enclos à bétail, utilisant les ombres et la disposition de la propriété, comme il avait passé des semaines à apprendre à le faire. Il avait parcouru ce terrain la nuit, délibérément, silencieusement, seul pour cette raison précise. Il les entendit avant l'enclos. 2 hommes se déplaçant avec plus de confiance maintenant qu'ils pensaient que l'obscurité les couvrait. Il capta un fragment de voix basse, puis le bruit de pinces coupantes travaillant sur la porte de l'enclos. « Ça suffit comme ça, dit Elias. Ils se figèrent. Il les avait contre l'obscurité ouverte, la clôture de l'enclos à bétail dans leur dos. Pas de couverture, pas d'avantage. Je vous vois tous les deux clairement, dit-il, ce qui était presque vrai. Et la femme derrière moi a un fusil pointé sur le plus grand d'entre vous, et elle est meilleure tireuse que moi, ce qui n'est pas peu dire. Il garda sa voix égale, conversationnelle. Vous allez poser ce que vous avez dans les mains, et vous allez me dire qui vous a envoyé. L'un d'eux, plus jeune, Elias pouvait le dire à la voix, dit « On ne sait pas de quoi vous... » « Ne faites pas ça, Fempon, dit Elias. J'ai été éclaireur et soldat pendant 6 ans. Des hommes m'ont menti dans 3 langues. Ne faites pas ça, il fit 2 pas de plus. Prentice vous a envoyé. La question est de savoir si vous êtes assez intelligent pour comprendre que ce qu'il vous paye ne vaut pas ce qui va vous arriver si vous ne commencez pas à parler. Le plus âgé craqua le premier. Il le faisait toujours. On devait juste faire fuir du bétail, dit-il. Personne n'a parlé de la femme avec le fusil. Non, ils n'en auraient pas parlé. Elias s'arrêta à 3 mètres d'eux. Voici ce qui va se passer. Vous allez remonter sur vos chevaux et vous allez retourner voir Prentice et vous allez lui dire que la propriété Hartwell est défendue et que les prochains hommes qu'il enverra recevront un autre genre d'accueil. Vous me comprenez? Un silence. Vous ne pouvez rien prouver. Je n'ai pas besoin de prouver quoi que ce soit ce soir. Ce soir, j'ai besoin que vous quittiez cette propriété. Sa voix tomba dans quelque chose de plus calme et de considérablement plus froid. Et j'ai besoin que vous compreniez que j'ai passé 6 ans dans un territoire où des hommes disparaissaient et personne ne posait de questions. Je suis un homme différent de ce que j'étais alors, mais je n'ai pas tout oublié de ce que j'ai appris. Il laissa cela s'installer. Quittez cet terrain. Ils partirent, les chevaux se déplaçant rapidement,
n'essayant plus d'être silencieux. Elias resta debout et écouta jusqu'à ce que le son de leur pas se dissolve dans la nuit, et il ne resta plus que le bétail s'agitant nerveusement dans l'enclos, le vent et le craquement de la propriété qui s'installait. Adelaide apparut à côté de lui. Elle était passée par l'autre côté sans un bruit. Elle se tenait là, regardant dans la direction où les cavaliers étaient partis, son fusil toujours dans les mains, la mâchoire serrée d'une fureur trop contrôlée pour n'être pas profondément ressentie. « Prentice, dit-elle, ça devait être lui. Il va continuer à envoyer des hommes jusqu'à ce qu'il décide que le coût est trop élevé. » Elias se tourna pour la regarder. Dans le noir, son visage était très immobile. « Ça va? » « Je suis en colère, dit-elle, précise et honnête comme toujours. Je suis en colère de devoir défendre ma propre terre contre des hommes qui pensent qu'une femme détenant un titre de propriété est un inconvénient à gérer. » Elle expira. « Je suis en colère que June doive grandir en sachant que c'est ça, le monde. » Un silence. « Et je suis reconnaissante. » Elle dit le dernier mot comme s'il lui coûtait quelque chose. « Je suis reconnaissante que vous ayez été là ce soir. Je veux que vous le sachiez. Vous vous en seriez sorti. Peut-être, mais je n'ai pas eu à le faire. » Elle le regarda enfin directement, et le clair de lune était revenu sur les bords pendant qu'il parlait, juste assez pour capter l'expression sur son visage, et ce n'était pas l'expression d'une femme reconnaissante d'une manière simple et sans complication. « Rentrez, dit-elle. Je vais faire du café. Nous devrions parler de la suite. » Ils rentrèrent, et June apparut dans l'embrasure de la porte de sa chambre 10 secondes après qu'ils eurent fermé la porte, entièrement habillée, bottes aux pieds, avec l'expression particulière d'une enfant qui a été réveillée en train d'écouter et qui prétend que non. « J'ai entendu des chevaux, dit-elle. »« Tout va bien, dit Adelaide. » Joséphine regarda Elias. « Vous les avez fait fuir? » « Oui, bien. » Elle regarda entre eux, le dos rigide de sa mère, le visage d'Elias, et l'espace entre eux qui changeait depuis des semaines de manière à qu'elle observait avec une grande attention. Elle sembla faire une évaluation interne et arriver à une conclusion qu'elle trouva satisfaisante. « Je retourne me coucher, » annonça-t-elle et disparut. Adelaide posa la bouilloire sur le poêle. Elle tournait le dos à Elias et resta silencieuse assez longtemps pour qu'il pense qu'elle avait peut-être décidé que la conversation qu'elle avait mentionnée pouvait attendre le matin. Puis elle dit sans se retourner, « Robert disait que la chose la plus difficile en aimant quelqu'un, c'est que ça vous rend effrayé d'une manière que vous ne pouvez pas contrôler. Il disait que la peur était le prix à payer pour tenir à quelque chose au point de pouvoir le perdre. » Elle posa les tasses sur la table. « J'ai peur depuis le jour de sa mort. Pas des spéculateurs fonciers, pas des hivers rudes, ou de la malchance, ou de toutes les choses qui peuvent vraiment vous blesser ici. » Elle se retourna. « J'ai eu peur de tenir à quelque chose au point de le perdre à nouveau. » Elias la regarda de l'autre côté de la table. « Je sais, dit-il doucement. »« Je ne suis pas prête, dit-elle. Je veux le dire clairement. Je ne suis pas prête pour ce que c'est, ce qui change entre nous. Je ne sais pas si je serai prête avant longtemps. »« Très bien, mais je ne vous demande pas non plus de partir. » Elle s'assit en face de lui et enroula ses 2 mains autour de sa tasse vide, comme elle le faisait quand elle réfléchissait intensément. « Je vous demande d'être patient, et je vous demande de ne pas me faire dire des choses que je ne suis pas prête à dire. »« Je ne le ferai pas, » dit Elias. « J'attendrai aussi longtemps qu'il le faudra, Adelaide. Je n'ai nulle part ailleurs où aller. » Elle le regarda un long moment. Quelque chose sur son visage changea, pas ouvertement, mais cessa d'être si soigneusement fermé. « Vous êtes un homme étrange, Elias Croft, dit-elle. Vous êtes venu ici pour mourir, et à la place, vous êtes assis dans ma cuisine à 2 heures du matin à parler de patience. June a une théorie là-dessus. June a une théorie sur tout. Elle dit que parfois, on a besoin d'une raison assez petite pour dire oui. » Il la regarda fixement. « C'était de la mienne. Cette cuisine, cette propriété, cette fille là-dedans, et sa mère qui m'a sauvé la vie alors qu'elles avaient toutes les raisons de ne pas le faire. » La bouilloire se mit à siffler. Adelaide se leva pour la retirer du feu et il entendit sa respiration se bloquer très légèrement, juste une fois avant qu'elle ne la contrôle. Quand elle posa la bouilloire, elle resta le dos tourné un moment, ses épaules très immobiles, puis elle versa le café, apporta les tasses à la table et se rassit. « Parlez-moi de votre frère, dit-elle. Thomas, dites-moi comment il était. » Et Elias lui raconta.
Pour la première fois depuis Shiloh, il raconta à quelqu'un comment était Thomas. Le rire qui lui attirait des ennuis, la façon dont il avait appris à monter à cheval avant d'apprendre à lire, la lettre encore non lue dans la poche de son manteau, la qualité spécifique du silence qui était de rester dans le monde quand il en était parti. Il parla jusqu'à ce que le café soit froid, et Adelaide écouta comme elle faisait tout, avec tout son être, sans rien retenir, donnant à la chose devant elle exactement ce qu'elle valait. Et quand il eut fini, elle dit, « Il semblait être quelqu'un qui méritait d'être pleuré correctement, de donner son nom à quelque chose un jour. » Oui, dit Elias, il l'était. Dehors, la nuit tenait la propriété dans ses mains sombres, le bétail s'était calmé, et la menace qui s'était éloignée dans l'obscurité reviendrait sous une autre forme. Des jours difficiles étaient encore à venir, et des décisions plus dures à prendre. Et aucun d'eux n'était assez sot pour croire le contraire. Mais à l'intérieur de la cuisine, avec le café froid d'entre eux, la lampe brûlant bas et June endormie dans la pièce voisine, quelque chose qui avait été brisé depuis très longtemps en eux deux commençait très doucement à se réparer. Prentice revint lui-même 10 jours plus tard, et cette fois, il ne prit pas la peine de sourire. Il arriva en fin d'après-midi avec 2 hommes derrière lui qui portaient leurs armes bas et leurs expressions plates. Il s'arrêta dans la cour et regarda la propriété comme un homme regarde quelque chose qu'il a décidé de prendre par d'autres moyens, puisque demander n'a pas fonctionné. Adelaide était sur le porche quand il arriva. Elias sortit de la grange. June, qui l'aidait à raccrocher la porte de la grange, resta exactement où elle était, dans l'embrasure, observant avec ses yeux perçants qui ne manquaient rien. « Madame Hartwell, dit Prentice, pas de salut du chapeau cette fois. Je pense qu'il est temps d'avoir une conversation plus directe. J'ai trouvé toutes nos conversations assez directes, dit Adelaide. Les hommes que vous avez renvoyés la semaine dernière étaient des intrus, dit Elias. Il s'arrêta au bord de la cour assez loin pour surveiller les 2 hommes derrière Prentice sans tourner la tête. J'aurais pu le signaler au shérif du comté. J'ai choisi de ne pas le faire par courtoisie. Je ne ferai pas ce choix 2 fois. Prentice le regarda avec le mépris particulier d'un homme qui a décidé que quelqu'un se tenant entre lui et ce qu'il veut est simplement un obstacle à prendre en compte. Vous n'avez aucun statut légal sur cette propriété, M. Croft. Vous êtes un ouvrier agricole. Quoi que Mme Hartwell vous ait dit sur votre rôle ici, il a tout statut légal, dit Adelaide. J'ai déposé un amendement au titre de propriété auprès du registraire du comté, ajoutant M. Croft comme co-gérant de cette propriété. Cela a été fait il y a 3 jours. J'ai les papiers à l'intérieur si vous voulez les voir. Elias la regarda. Elle ne lui avait pas dit ça. Elle regarda fixement Prentice et ne regarda pas Elias. Mais une légère rougeur était montée à ses joues et il comprit qu'elle l'avait fait délibérément et avait attendu le bon moment pour le dire. Prentice absorba cela avec l'immobilité d'un homme qui recalcule et ne veut pas le montrer. « C'est un développement intéressant, dit-il. Cela ne changera cependant pas la situation fondamentale. Le chemin de fer a finalisé son tracé. Cette vallée est sur le chemin d'un développement important et la Western Consolidated Land Company est prête à avancer avec ou sans votre coopération. Je vous conseille vivement de reconsidérer notre offre avant que ce processus ne devienne. » Il fit une pause. « Compliqué. »« Me menacez-vous? » dit Adelaide. « Je vous conseille, vous me menacez. » Elle descendit les 2 marches du porche et entra dans la cour, et sa voix tomba dans quelque chose de très calme et de très certain. « Vous êtes venu chez moi avec des hommes armés pour menacer une femme et un enfant pour un lopin de terre dont votre compagnie veut profiter. Je veux que vous vous entendiez faire ça, M. Prentice. Je veux que vous compreniez quel genre d'homme cela fait de vous. » La mâchoire de Prentice se serra. « L'offre expire à la fin du mois. Elle a expiré la première fois que vous avez envoyé des hommes dans le noir pour couper mes clôtures. » Adelaide le regarda sans aucune expression qui pourrait être utilisée contre elle. « Quittez ma terre. » Les 2 hommes derrière Prentice bougèrent légèrement. Elias observa leurs mains sans en avoir l'air. Il observait les mains bien avant d'avoir appris à observer les visages, et ce qu'il voyait maintenant, c'étaient des hommes engagés, pas particulièrement engagés, et qui faisaient le même calcul. Il était le calcul de savoir si cela valait ce que ça allait coûter. « Ce n'est pas fini, » dit Prentice. « C'est fini pour aujourd'hui. » Elias soutint son regard. « Et chaque jour après aujourd'hui où vous viendrez sur cette propriété sans invitation, nous déposerons un rapport au bureau du shérif.
écrits, datés, signés. Accumulez-en assez et le conseil d'administration de votre compagnie à Denver commencera à poser des questions sur la raison pour laquelle votre acquisition au Colorado attire l'attention juridique. Il garda sa voix conversationnelle. Des hommes comme vous répondent à des hommes au-dessus de vous, Prentice. J'y penserai à votre place. Quelque chose vacilla derrière les yeux de Prentice. Pas une retraite, exactement, mais une reconsidération. Il rassembla ses rênes et les deux hommes derrière lui tournaient déjà leurs chevaux avant qu'il n'ait pris sa décision, ce qui dit à Elias tout ce qu'il avait besoin de savoir sur leur investissement dans cette situation. Fin du mois, répéta Prentice et partit. La cour fut silencieuse un moment. June sortit de l'embrasure de la grange, marcha jusqu'à sa mère et lui prit la main sans rien dire. Adelaide ferma ses doigts autour de ceux de sa fille et resta à regarder le sentier vide jusqu'à ce que le bruit des sabots disparaisse complètement. Puis elle dit, « Nous devons aller en ville? Aujourd'hui? » demanda June. « Demain matin, aux premières lueurs. » Elle se tourna et regarda Elias. « Je veux parler à Walt Greer. C'était l'ami le plus proche de Robert ici, et il connaît tout le monde dans le comté qui vaut la peine d'être connu. Si Prentice fait des manœuvres avec la compagnie de chemin de fer, Walt le saura, et il saura qui d'autre pourrait être affecté. » Elle fit une pause. « Et je veux voir le shérif moi-même, déposer un rapport en personne, comme vous l'avez décrit. »« C'est la bonne décision, » dit Elias. Elle soutint son regard un moment. « Vous venez, oui, madame. » Elle hocha la tête une fois, rentra à l'intérieur, et June s'attarda dans la cour un moment, regardant toujours le sentier. « Il ne va pas s'arrêter, » dit-elle doucement. Elle ne posait pas de questions. « Non, » dit Elias, « mais s'arrêter n'est pas la seule façon de gagner. » June le regarda de côté. « Quelle est l'autre façon? » « Rendre le coût plus élevé que la valeur. » Il baissa les yeux sur elle. « Votre maman comprend ça. C'est pourquoi elle refuse son argent depuis le début. Pas parce qu'elle ne pourrait pas l'utiliser, mais parce que l'accepter lui aurait dit que la bonne pression au bon endroit pourrait la faire bouger. Elle ne lui a jamais donné ça. » Il fit une pause. Elle n'a jamais donné ça à personne. June resta silencieuse un moment, y réfléchissant avec cette minutie qui lui était propre. « Elle vous a donné quelque chose, dit-elle. Elle a mis votre nom sur le titre de propriété. Je sais. Elle ne vous a pas dit qu'elle allait le faire. Je le sais aussi. » June le regarda avec une expression purement, transparentement ravie et essayant très fort de ne pas le montrer. « Elle vous aime bien, dit-elle sur le ton de quelqu'un rapportant une découverte scientifique. Elle ne sait pas quoi en faire et ça la pousse à faire des choses comme mettre votre nom sur des documents légaux sans vous le dire, ce qui est probablement la manière la plus maman d'aimer quelqu'un qui ait jamais existé. » Elle se tourna et se dirigea vers la maison. « Je trouve ça très drôle, dit-elle par-dessus son épaule. D'une manière gentille. June. » Elle s'arrêta. « Ne dis pas à ta mère que tu trouves ça drôle, évidemment, » dit-elle et rentra. Walt Greer s'avéra être un homme de 60 ans à la poitrine large, avec une barbe blanche et des yeux de la couleur du vieux jean. Il les rencontra devant le magasin général en ville le lendemain matin, avec la chaleur prudente d'un homme qui attendait qu'Adelaide Hartwell demande de l'aide depuis 4 ans et avait été assez sage pour ne pas l'offrir avant qu'elle ne soit prête. Il serra la main d'Adelaide, puis puis celle d'Elias, et sa poigne disait qu'il avait passé sa vie à faire du travail physique et n'avait pas encore arrêté. « Prentice, dit-il quand Adelaide eut exposé la situation de sa manière précise et économique. Je le connais. Je connais mieux sa compagnie. » Il s'appuya contre le poteau d'attache et croissa les bras. Ils ont acheté des concessions tout le long du tracé proposé. Certaines ventes volontaires, d'autres non. Quelques familles au sud d'ici ont vendu sous pression. Ils n'avaient pas de mots pour rien. Juste assez de problèmes qu'ils ne pouvaient pas prouver pour que rester ne vaille plus la peine. Ses yeux se tournèrent vers Elias. « Vous êtes un ancien cavalier. »« Oui, monsieur. Elias Croft. Vous avez été éclaireur pour l'unité de Mackenzie. »« 2 ans, avança Reynolds. Walt hocha lentement la tête, quelque chose se fixant dans son expression. « J'ai connu un Croft, Thomas Croft. Shiloh. » Le nom frappa Elias en pleine poitrine, comme toujours. « Mon frère. » Walt resta silencieux un moment. « C'était un bon soldat, dit-il avec la simplicité de quelqu'un qui en a connu assez pour signifier la distinction. « Je suis désolé pour votre perte. » Il reporta son attention sur Adelaide. « Maintenant, de quoi avez-vous besoin?
J'ai besoin de savoir s'il y a d'autres propriétaires terriens dans la vallée qui s'uniraient contre les tactiques de la compagnie. Et j'ai besoin de savoir si le bureau du shérif vaut la peine d'être contacté ou si Prentice a déjà pris des dispositions là-bas. Walt considéra les deux questions avec un sérieux égal. Henderson au bureau du registraire foncier est honnête. Il n'a aucune affection pour les spéculateurs ferroviaires. Ils lui rendent la vie misérable depuis 2 ans. Le shérif. Il pencha la tête. Harlan Briggs est un homme honnête mais prudent. Il ne bougera pas sans documentation. Il regarda Elias. Votre idée des rapports écrits est la bonne. Constituez un dossier papier. Rendez-le impossible à ignorer. Il se détacha du poteau d'attache. Quant aux voisins, il y a 4 familles qui détiennent encore des concessions dans la vallée. La famille Sutter au nord de vous, les Calloway à l'est, une vieille veuve nommée Fletcher, qui est là depuis avant la guerre, et Jim Beaumont qui élève du bétail à l'extrémité sud. Prentice les a tous approchés. Il regarda Adelaide directement. Si vous êtes prête à être celle qui demande, je pense qu'ils se joindront à vous. Ils attendaient de voir si quelqu'un d'autre va tenir bon. Adelaide resta silencieuse un moment. Elias la regarda penser, la qualité particulière de son attention lorsqu'elle prenait une décision importante, l'immobilité qui n'était pas de l'hésitation, mais du calcul. Organisez une réunion, dit-elle, eux tous, chez nous s'ils le veulent. Je les nourrirai, j'exposerai ce que je sais, et nous verrons où chacun se situe. Walt sourit lentement, comme un homme qui espérait exactement cela. Ada Hartwell, dit-il, vous ressemblez plus à Robert que vous ne le pensez, et je le dis comme le plus grand compliment que j'ai à offrir. Il regarda June. Et vous, jeune demoiselle, vous êtes encore plus alarmante que la dernière fois que je vous ai vue. Je sais, dit June agréablement. J'ai lu. La réunion eut lieu 5 jours plus tard. Les 4 familles vinrent, ce qu'Elias prit comme une mesure de la peur des gens et de leur besoin que quelqu'un convoque le rassemblement. Ils étaient prudents au début, la prudence particulière des gens qui se sont débrouillés seuls pendant longtemps et ne sont pas encore sûrs si la coopération est une force ou une exposition. Mais Adelaide exposa tout ce qu'elle savait sans drame, sans embellissement, de la manière plate et honnête dont elle faisait tout, et à la fin, l'ambiance de la pièce avait changé. Jim Beaumont, un homme de 50 ans au visage buriné, qui élevait du bétail à l'extrémité sud depuis 12 ans, fut le premier à prendre la parole. « Ils ont coupé ma clôture nord 2 fois cet été, » dit-il. « J'ai perdu 6 têtes de bétail à cause de ça. Je n'ai rien pu prouver. » Margaret Fletcher la veuve dit « Un homme est venu à ma porte en août et m'a dit que ma terre était dans une plaine inondable et serait sans valeur une fois le chemin de fer arrivé. Il l'a dit comme un fait. J'ai découvert plus tard que ce n'était pas vrai. Sa voix était calme et profondément en colère. Il m'a menti en face et a pensé que je n'en saurais pas assez pour vérifier. La famille Sutter, mari et femme, tous deux burinés, tous deux silencieux, échangèrent un regard. « Nous avons failli y vendre, » dit la femme. « Il y a 6 semaines, l'offre était suffisante pour nous réinstaller quelque part de plus facile et nous étions fatigués. » Elle regarda Adelaide. « Ce qui nous a arrêtés, c'est d'entendre que vous les aviez refusés 3 fois. Nous nous sommes dit que si vous teniez bon, nous pouvions tenir un peu plus longtemps. » Adelaide écouta tout cela sans interrompre. Quand la pièce eut fini, elle dit « Aucun de nous ne peut se battre seul contre ça. C'est sur ça qu'il compte, que nous restions séparés et effrayés. Mais il y a 6 concessions de terre dans cette vallée, et si nous déposons des rapports documentés au bureau du shérif, et si nous partageons des informations sur ce qui est fait à chacun de nous, et si nous sommes prêts à nous présenter devant un juge et à le dire, elle fit une pause. Alors nous ne sommes plus une femme seule avec une plainte. Nous sommes une tendance, et les tendances sont ce que les tribunaux comprennent. » La pièce était silencieuse. Puis Walt Greer, qui était venu et n'avait presque rien dit de toute la soirée, dit « Elle a raison, et je vais vous dire autre chose. La compagnie de chemin de fer à Denver ne sait pas que Prentice mène son opération de cette manière. Ils veulent un droit de manœuvre, oui, mais le harcèlement et l'intimidation sont des responsabilités qu'ils ne veulent pas se voir associées à leur nom. Si la bonne lettre arrive sur le bon bureau, il regarda Adelaide. La compagnie pourrait rappeler Prentice elle-même. « Pouvez-vous écrire cette lettre? » demanda Adelaide. « Je connais un homme à Denver qui s'assurera qu'elle soit lue, » dit Walt. « Donnez-moi 1 semaine. » Ils se serrèrent la main, tous, avant de partir. Les Calloway en dernier, un couple plus jeune, nerveux, la femme très enceinte.
La femme tint la main d'Adelaide un moment de plus qu'une poignée de main ne l'exigeait et dit « Merci de nous avoir réunis. J'ai eu si peur. » Et Adelaide, qui n'était pas une femme qui montrait facilement sa douceur, dit « Moi aussi. C'est pourquoi j'avais besoin d'arrêter d'avoir peur seul. » Après que tout le monde fut parti, que l'une fut endormie et que les lampes brûlaient en bas, Elias et Adelaide s'assirent à la table de la cuisine dans le silence qui était devenu leur habitude et leur langage. Adelaide dit sans préambule, « Vous devriez savoir pourquoi j'ai mis votre nom sur le titre de propriété. » Elias attendit. « Ce n'était pas seulement une stratégie légale, dit-elle. Je veux être honnête à ce sujet. C'était en partie que d'avoir le nom d'un homme sur les papiers simplifie certaines conversations avec des hommes comme Prentice, et je ne suis pas trop fier pour utiliser cela. » Elle tourna la tasse de café dans ses mains. Mais c'était aussi parce que... Elle s'arrêta, recommença. Le nom de Robert était sur ce titre. Pendant 4 ans, son nom y a été, et chaque fois que je déposais quelque chose au bureau du comté, je voyais son nom, et c'était comme... Mais elle serra brièvement les lèvres. C'était comme s'il était encore là d'une certaine manière, faisant toujours partie de tout ça. Elle leva les yeux vers Elias. « J'ai ajouté votre nom, et je me suis assise dans ce bureau et je les ai regardés l'écrire, et je n'ai pas eu l'impression de l'effacer. J'ai eu l'impression de... » Elle chercha le mot. « Continuer. Comme si la terre était toujours entretenue par quelqu'un qui se battrait pour elle comme il l'aurait fait. » Sa voix était très stable, mais cela lui coûtait de la maintenir ainsi. « C'est ce que je voulais que vous sachiez. » Elias ne dit rien pendant un moment. La flamme de la lampe vacilla légèrement dans un courant d'air de la fenêtre. Dehors, pas maman. Au dehors, quelque part au-delà de la crête, un coyote hurla une fois et se tut. « Il vous aurait apprécié, » dit Elias finalement. « D'après ce que vous m'avez dit de lui, le genre d'homme qui croyait à la construction de choses et à l'honnêteté envers les gens. Je pense qu'il aurait regardé ce que vous avez fait de cet endroit sans lui et aurait été reconnaissant que quelqu'un soit là pour vous aider à le tenir. » Les yeux d'Adelaide brillèrent un instant. Elle cligna des yeux une fois, se contrôla. « Vous ne le connaissiez pas. »« Non, mais je vous connais, vous, et ce que vous avez choisi d'aimer dit quelque chose sur l'homme qui vous a appris comment. » Elle le regarda de l'autre côté de la table un long moment. La distance prudente qu'elle avait maintenue pendant des semaines s'était réduite si progressivement qu'il était difficile de dire exactement quand elle avait cessé de ressembler à de la distance et avait commencé à ressembler à l'espace ordinaire entre deux personnes qui partagent une vie. C'était arrivé comme les saisons arrivantes. Non pas en un instant, mais dans une accumulation de moments, chacun assez petit pour être gérable. « Elias, dit-elle doucement, que voulez-vous? Pas de cette situation, pas de la terre ou des affaires légales. Que voulez-vous? » La question méritait l'honnêteté et il la lui donna. « Je veux ça, dit-il. Cette table, cette maison, cette vallée, la voix de June le matin et votre café qui est toujours trop fort et la satisfaction d'un travail qui signifie quelque chose à la fin de la journée. » Il soutint son regard. « Je veux être ici assez longtemps pour que ça cesse de ressembler à quelque chose que j'ai emprunté et que ça commence à ressembler à quelque chose à quoi j'appartiens. » Il fit une pause. « Je veux mériter le nom sur ce titre de propriété. » Adelaide posa sa tasse. Elle tendit la main de l'autre côté de la table lentement, avec la délibération d'une femme qui fait chaque choix en pleine conscience, et plaça sa main sur la sienne. Sa paume était cailleuse, chaude et certaine. « Vous le méritez déjà, » dit-elle. « Depuis un moment, j'ai juste pris mon temps pour le dire. » Sa main se tourna sous la sienne et la tint. Aucun d'eux ne parla. La lampe brûlait. La maison s'installa autour d'eux avec les bruits particuliers d'une structure qui a survécu à des épreuves et est toujours debout. Et dehors, la nuit du Colorado tenait la vallée dans ses mains froides, et 6 familles qui avaient eu peur et étaient seules dormaient peut-être un peu plus facilement que la nuit précédente. Au bout d'un moment, Adelaide dit « La femme Calloway va avoir ce bébé avant que l'hiver ne s'installe. Je devrais passer avec quelques affaires la semaine prochaine. »« Je vous conduirai, dit Elias. Vous n'êtes pas obligé. Je sais que je ne suis pas obligé. » Elle le regarda avec quelque chose qui n'était pas tout à fait un sourire, mais qui était le territoire directement adjacent à un. « June va être insupportable à ce sujet, dit-elle. Elle l'est déjà. Elle vous a dit quelque chose. »
Elle m'a dit que vous aimez quelqu'un d'une manière que vous ne savez pas gérer est apparemment très drôle d'une manière gentille. Adelaide fit un son qui était absolument, indubitablement un rire, court et surpris, et immédiatement réprimé, sa main libre venant couvrir sa bouche, ses yeux brillants de ce rire. C'était la chose la plus purement sans garde qu'il ait vue d'elle, et cela réarrangea quelque chose dans sa poitrine de façon permanente. Cet enfant, dit-elle quand elle se fut reprise, est bien trop observatrice. Elle tient ça de quelqu'un. Adelaide le regarda, toujours avec cette lueur dans les yeux, et pendant un instant, le chagrin, la prudence et les 4 années à tout tenir seul par la seule force de sa volonté n'étaient tout simplement pas sur son visage. Il y avait juste Adelaide, chaleureuse, réelle et présente, le regardant comme s'il était quelque chose que le monde lui avait envoyé et qu'elle n'avait pas su demander. Merci, dit-elle doucement, d'être resté pour tout. Merci de m'avoir laissé faire. Elle serra sa main une fois, puis la relâcha et se leva pour ramasser les tasses avec son efficacité habituelle. La praticité non sentimentale qui faisait autant partie d'elle que la chaleur en dessous. Allez dormir, dit-elle. Walt passe demain matin pour discuter de la lettre pour Denver, et je veux que tout soit documenté avant son arrivée. Oui, madame. Elle s'arrêta dans l'embrasure de la porte de sa chambre. Elias. Elle prononça son nom comme elle le faisait depuis des semaines maintenant, comme un mot qu'elle avait décidé de garder. L'offre expire à la fin du mois, selon Prentice. Oui, je ne m'en inquiète pas. Moi non plus. Elle le regarda fixement. Bonne nuit. Bonne nuit, Adelaide. Elle alla dans sa chambre, et la lampe dans la pièce principale brûla encore un peu. Elias s'assit dans le silence de la maison, écouta les bruits de l'endroit auquel il était, d'une manière ou d'une autre, improbable, venu à appartenir, et ressentit quelque chose qu'il reconnaissait à peine parce qu'il en avait été privé si longtemps. Il se sentait installé, pas heureux de la manière simple des gens qui n'ont rien perdu, mais installé, la paix particulière d'un homme qui a trouvé un terrain sur lequel se tenir, et des gens avec qui se tenir, il le sait, et ne va pas faire l'erreur de s'en éloigner à nouveau. Dans la pièce voisine, June dit quelque chose dans son sommeil, un mot indistinct, mais emphatique, comme elle disait tout. Il entendit les pas d'Adelaide traverser le sol pour vérifier, le son doux d'une porte, puis le silence à nouveau. Il resta assis là un peu plus longtemps, écoutant simplement la maison respirer autour de lui, avant d'éteindre la lampe et d'aller se coucher. La lettre de Prentice arriva de Denver 2 semaines plus tard. Walt Greer l'apporta lui-même, remontant le sentier en début d'après-midi, avec sa barbe, ses yeux de vieux jean et un sourire qui disait que les nouvelles étaient bonnes avant même qu'il n'ouvre la bouche. La Western Consolidated Land Company avait, suite à une enquête d'un partenaire principal de leur bureau de Denver, suspendu toutes les activités d'acquisition dans la vallée en attendant un examen des méthodes de leur agent. Prentice avait été rappelé. Un nouveau représentant contacterait les propriétaires terriens par correspondance formelle uniquement. Walt lut la lettre à voix haute à la table de la cuisine, avec June assise à côté de lui, suivant le texte, et Adelaide debout, les bras croisés, les yeux très immobiles. Quand il eut fini, la cuisine fut silencieuse un moment. « C'est fini ?» demanda June. « Le pire, dit Walt. Ils voudront toujours la terre, mais ils s'y prendront différemment maintenant. Des offres formelles, des voies légales, que vous pouvez gérer. » Il regarda Adelaide. « Ce que vous avez géré depuis le début. » Adelaide décroisa les bras. Elle regarda Elias et il la regarda. Et la chose qui passa entre eux dans ce regard était quelque chose qui s'était construit depuis un matin gris d'octobre, où elle avait vérifié sa fièvre dans le noir en prétendant que non. « June, dit-elle, toujours en regardant Elias. Va chercher le bon café sur l'étagère du haut, celui qu'on garde. » June se leva immédiatement. « On fête quelque chose? »« On fête quelque chose, dit Adelaide, et pour la première fois depuis qu'Elias la connaissait, elle le dit sans aucune réserve. Le bon café avait le goût de quelque chose qui valait la peine d'être gardé. Walt Greer resta tout l'après-midi, et au moment où il rentra chez lui, le soleil était bas, et la cuisine sentait le café et la chaleur particulière des gens qui ont gagné quelque chose ensemble et le savent. June s'endormit sur sa chaise avant le souper, épuisée par l'excitation, et Elias la porta dans sa chambre sans la réveiller pendant qu'Adelaide regardait depuis l'embrasure de la porte, avec une expression qu'il avait cessé d'essayer de nommer parce qu'elle était trop de choses à la fois.
Ils soupèrent tranquillement, juste tous les deux, et le silence était du genre confortable qui était devenu leur langage naturel. Adelaide fit des biscuits avec le reste de la bonne farine et ne commenta pas l'occasion, ce qui était sa propre façon de commenter. Quand la vaisselle fut faite, elle versa 2 tasses du café ordinaire. Le bon était de retour sur l'étagère du haut. Elle s'assit en face de lui et dit « Je veux parler du printemps. » Très bien. Le chemin de fer arrive, que la compagnie de Prentice obtienne ce qu'elle veut ou non. Cela signifie que des gens vont traverser cette vallée. Des familles, des ouvriers, des marchands. Tout change quand cela arrive, et nous devons être prêts avant que ça n'arrive, pas après. Elle enroula ses mains autour de sa tasse de la manière qu'elle avait. J'ai réfléchi à ce dont nous avons besoin pour faire de cet endroit un vrai ranch fonctionnel. Pas seulement survivre, mais prospérer. Dites-moi ce que vous en pensez, du bétail principalement. Jim Beaumont élève du bétail à l'extrémité sud depuis 12 ans, et il a proposé 2 fois de me vendre du bétail de reproduction à un prix juste si jamais je décidais de m'agrandir. La terre peut supporter un troupeau plus grand que celui que nous avons. Elle le regarda fixement. Mais du bétail signifie plus d'infrastructures, de meilleures clôtures, un vrai dortoir, quelqu'un d'autre que nous deux pour gérer le quotidien. Elle fit une pause, et cela signifie contracter un prêt sur la propriété, ce qui signifie un risque réel. Quel niveau de risque? Voici pour que si nous échouons, nous perdions tout. Elle le dit simplement, comme elle disait toutes les choses difficiles en les regardant en face plutôt qu'autour. J'ai fait les calculs 3 fois. Les marges sont minces les 2 premières années, meilleures la troisième, et au moment où le chemin de fer sera opérationnel, nous serions en position de détenir un contrat d'approvisionnement en bœuf qui rendrait ces 2 premières années valables. Elle posa sa tasse, mais je ne le ferai pas seul. J'ai besoin de savoir si vous êtes avec moi dans cette affaire. Pas comme un ouvrier, pas comme un co-gérant sur un document légal. Elle soutint son regard. Comme un partenaire dans tous les sens du terme. La cuisine était très silencieuse. Dehors, le vent s'était levé, le genre de vent qui portait la première vraie morsure de l'hiver à venir, et la maison répondait par ses craquements et tassements familiers. Elias regarda Adelaide de l'autre côté de la table, cette femme qui avait tout géré seule pendant 4 ans et qui maintenant, avec toute la délibération qu'elle apportait à chaque décision, choisissait de ne pas le faire. Oui, dit-il. Elle hocha la tête une fois, puis elle plongea la main dans la poche de son tablier et posa quelque chose sur la table entre eux. Une bague, en or simple, usée, une bague de femme. C'était celle de ma mère, dit-elle. Pas de rubber, la mienne d'avant. Je la porte depuis 4 ans en pensant que je ne savais pas quoi en faire. Elle la regarda un moment, puis le regarda. Je sais quoi en faire maintenant. Elias regarda la bague, puis il la regarda. Adelaide, ne faites pas de discours, dit-elle. Je ne suis pas doué pour les discours et vous non plus. Dites-moi simplement oui ou non. Oui, dit-il pour la 2e fois, et cela signifiait tout ce que le premier oui avait signifié, et considérablement plus. Elle poussa la bague de l'autre côté de la table vers lui. J'aimerais que vous la mettiez à mon doigt, dit-elle sur le ton de quelqu'un faisant une demande raisonnable et pratique. Et ensuite, j'aimerais discuter de l'acquisition du bétail avec Beaumont avant que le sol ne gèle, car le timing est important. Il prit la bague, tendit la main, et prit sa main gauche et la glissa à son doigt. Sa main était chaude et cailleuse et ne tremblait pas, car Adelaide Hartwell ne tremblait pas, mais ses doigts se refermèrent sur les siens et s'y accrochèrent avec une poigne qui disait tout ce que sa voix n'avait pas dit. Maintenant, dit-elle, et sa voix n'était que très légèrement instable, à propos du bétail de Beaumont. Adelaide, oui. Donnez-moi 1 minute avant que nous parlions de bétail. Elle le regarda. La lampe capta le cuivre de ses cheveux, la lueur de ses yeux et le sourire qu'elle s'efforçait de ne pas montrer. 1 minute, accepta-t-elle. Il fit le tour de la table, et elle se leva pour le rencontrer. Quand il passa ses bras autour d'elle, elle s'y appuya de tout le poids de 4 années à se tenir droite seule, et il la serra comme on serre quelque chose qu'on a failli ne jamais avoir. Aucun d'eux ne dit rien, car il n'y avait rien à dire que le silence ne gérait déjà. Au bout d'1 minute, elle recula, leva les yeux vers lui, et le sourire n'était plus retenu. Il était simplement là, plein, réel, transformant son visage comme la lumière transforme une pièce. « Le bétail, dit-elle. Le bétail, acquiesça-t-il, et ils se rassirent et parlèrent jusqu'au matin.
June la prit au petit déjeuner. Elle arriva à table encore à moitié endormie, attrapa son biscuit, regarda la main de sa mère et se figea complètement. Puis elle regarda Elias, puis de nouveau sa mère. Ses yeux s'écarquillèrent et devinrent très brillants, et elle pressa ses deux mains sur sa bouche. Adelaide dit, « Ne fais pas de spectacle. » Et June fit un spectacle quand même, se jetant par-dessus la table pour étreindre sa mère avec un enthousiasme qui renversa le café, puis se tournant et faisant de même avec Elias en disant dans son épaule, « Je le savais, je le savais, je le savais », d'une voix féroce, étouffée et entièrement justifiée. « Tu ne savais rien, » dit Adelaide en redressant la tasse de café. « Je savais tout, » dit June. « Je le sais depuis les poteaux de clôture. »« Les poteaux de clôture, » répéta Adelaide. « Les tout premiers, quand il les a réparés et que tu as dit qu'il faisait du bon travail. » June se rassit sur sa chaise avec la satisfaction de quelqu'un dont la théorie a été prouvée. C'est là que j'ai su. Adelaide regarda Elias avec une expression partagée entre l'exaspération et l'impuissance. Il la regarda avec la même expression. C'était, réalisa-t-il, la première fois qu'ils partageaient un regard à propos de leur fille sans que l'un ou l'autre ne le veuille. Et la facilité de cela, son naturel complet, était quelque chose qu'ils ne s'attendaient pas à ressentir autant. Ils se marièrent au printemps. Walt Greer officia, ayant autrefois servi comme juge de paix dans une vie antérieure qu'il mentionnait rarement. La famille Sutter vint et les Calloway qui avaient eu leur bébé, un garçon fort et bruyant. Margaret Fletcher arriva dans un chariot conduit par son petit-fils, et Jim Beaumont amena sa femme et ses trois filles et se tint à l'arrière, son chapeau à la main, pleurant sans gêne apparente. Le prédicateur itinérant passa 2 jours plus tard et officialisa le tout aux yeux de l'Église, car Adelaide croyait qu'il fallait couvrir toutes les baises. June se tenait entre eux pendant les 2 cérémonies, sa main dans celle de sa mère d'un côté et celle d'Elias de l'autre. Et quand le second prédicateur les déclara mari et femme, elle dit clairement et sans qu'on le lui demande, « Il était temps ». Ce qui fit rire l'Assemblée et fit fermer brièvement les yeux à Adelaide, à la manière d'une femme demandant de la patience à des sources au-delà de son voisinage immédiat. Le bétail arriva en juin, 40 têtes de bétail de reproduction de Beaumont, de bons animaux robustes faits pour les hivers du Colorado. Elias passa le mois de leur arrivée à apprendre l'élevage sérieusement auprès du plus ancien ouvrier de Beaumont, un homme taciturne nommé Cal, qui communiquait principalement par monosyllabes et une légère désapprobation, et qui dit à Elias à la fin de la première semaine qu'il n'était pas complètement sans espoir, ce qui, selon June, était le plus grand compliment que Cal ait jamais fait à quiconque. Le travail était dur de la manière dont le meilleur travail l'est, assez exigeant pour tout requérir et assez satisfaisant pour que tout en vaille la peine. Elias se levait avant l'aube, tombait dans son lit après la tombée de la nuit et se réveillait le lendemain matin prêt à recommencer. C'était une chose qu'il n'aurait pas cru de lui-même 18 mois plus tôt, assis dans la poussière à Cutter's Creek avec un pistolet et aucune raison de le poser. Il pensait moins à ce jour qu'auparavant. Non pas parce qu'il l'avait oublié ou recouvert de meilleures choses, mais parce que June avait eu raison sur quelque chose qu'elle avait dit ce premier matin dans la grange. Parfois, ne pas s'arrêter est la façon de retrouver l'envie. Il ne s'était pas arrêté. Et quelque part dans l'accumulation des jours qui suivirent, l'envie était revenue. Adelaide était enceinte de 3 mois lorsque la première équipe d'arpentage du chemin de fer traversa la vallée. Elle les rencontra sur le porche, les mains sur les hanches, le titre de propriété dans sa poche et une manière qui fit que l'arpenteur en chef ôta son chapeau sans qu'on le lui demande. Ils plantèrent leurs repères à 200 mètres à l'ouest de la limite de la propriété, ce qui était exactement ce que Walt avait prédit qu'il arriverait une fois que le bureau de Denver comprendrait à qui ils avaient affaire. La Western Consolidated Land Company envoya une lettre d'excuse formelle qu'Adelaide lut une fois, classa et ne mentionna plus jamais. « Vous n'allez pas jubiler ?» demanda Elias le soir après l'arrivée de la lettre. « Jubiler, c'est pour les gens qui n'étaient pas sûrs de gagner, dit-elle, et elle retourna à ses comptes. Il l'aimait. Il l'avait décidé d'environ 900 manières spécifiques, et celle-ci était près du sommet. Leur fils naquit en novembre, pendant la première vraie tempête de neige de la saison, ce qu'Adelaide maintint être tout à fait approprié compte tenu de sa personnalité ultérieure.
Ils le nommèrent Thomas Robert Croft. Thomas pour le frère d'Elias, Robert pour le premier mari d'Adelaide, les deux hommes dont l'absence avait façonné les personnes qui l'avaient créé. June, qui était présente pour la naissance et la géra avec considérablement plus de sang-froid qu'Elias, le déclara parfait et commença immédiatement à planifier son éducation. « Il a 6 heures, dit Elias. « Il n'est pas trop tôt pour y penser, dit June, tenant son frère avec la délibération prudente de quelqu'un qui prend ses nouvelles responsabilités très au sérieux. Il aura besoin d'une base solide. Il a besoin de dormir, dit Adelaide depuis le lit, déjà plus elle-même qu'elle n'en avait le droit. Après, dit June fermement, et elle commença à lire à l'enfant le livre qu'elle avait actuellement dans sa poche, qui se trouvait être un manuel de philosophie naturelle. Car le choix de livre de June était toujours une question de ce qui était à portée de main, plutôt que de ce qui était strictement approprié. Thomas se révéla avoir l'entêtement de sa mère et la curiosité de sa sœur, et quelque chose qui lui appartenait entièrement, une façon de trouver les choses drôles qui émergea tôt et resta constante. Un rire particulier qui venait de quelque part de profond et de sincère et donnait à tout le monde dans les parages l'envie de savoir ce qu'il avait provoqué. Il fut, dès le début, exactement lui-même, ce qui était la meilleure chose qu'une personne pût être. Les années commencèrent à s'accumuler comme le font les bonnes années, non pas marquées par des événements dramatiques uniques, mais par la texture des jours ordinaires vécus pleinement. Le chemin de fer arriva au printemps de la 4e année de leur mariage, et avec lui vinrent les gens, le commerce et la lente transformation de la vallée, d'une frontière isolée à quelque chose qui avait plus en commun avec le monde au-delà des montagnes. Ils étaient prêts. Adelaide s'en était assurée, faisant ses calculs, construisant ses relations et positionnant le ranch avec la même intelligence pratique et implacable qu'elle apportait à tout. Le contrat de bœuf avec le chemin de fer fut signé le 2e mois d'exploitation. Jimbo m'en serra la main d'Elias à la signature et dit « Robert Harwell aurait adoré ce jour. » Et Elias dit « Oui, monsieur, il l'aurait adoré. » Et il le pensait sans complication, car il avait appris en 4 ans qu'aimer la vie que Robert avait laissée derrière lui n'était pas une compétition avec l'homme qu'il avait construite, mais une continuation de ce en quoi il avait cru. June partit pour l'école cet automne-là. Thomas avait 2 ans. Elle logeait en ville chez une enseignante pendant la semaine et rentrait le week-end. Son absence créa une forme particulière dans le foyer que personne ne commenta et que tout le monde ressentit. Thomas le remarqua le premier, se tenant dans la cour le premier lundi matin et regardant le sentier qu'elle avait emprunté avec l'expression spécifiquement lésée de quelqu'un rencontrant une injustice pour la première fois. « June partit, dit-il avec l'économie d'un enfant de 2 ans et le poids d'un philosophe. « Elle revient vendredi, lui dit Adelaide. « Vendredi, répéta-t-il en testant le mot. Puis il se tourna et alla trouver le chat, car les enfants de 2 ans avaient une tolérance limitée pour la gratification différée, et le chat était disponible maintenant. Adelaide le regarda partir avec un sourire qui avait un peu de tristesse sur les bords. Elias vint se tenir à côté d'elle, et elle s'appuya contre lui comme elle avait appris à le faire, avec le confort de quelqu'un qui a décidé que le besoin de soutien n'est pas une faiblesse, mais une justesse sur la nature des choses. « Elle va être merveilleuse, dit Adelaide. Elle l'est déjà. Oui, je suis fier d'elle, moi aussi. Elle se tourna et le regarda. Vous avez le droit de le dire, vous savez. Vous êtes son père depuis 4 ans. Vous avez mérité ce mot. Il avait été prudent avec ce mot, conscient de la place de Robert dans l'histoire de June et dans le cœur d'Adelaide, prudent de ne pas revendiquer quelque chose qui portait le nom d'un autre homme en premier. Mais il avait été présent pendant 4 ans de la croissance de June. Le premier livre qu'elle avait fini seule, la première fois qu'elle y avait monté à cheval sans aide, le matin où elle avait pleuré parce qu'un oisillon était tombé du toit de la grange et ne pouvait être sauvé, et il s'était assis avec elle dans la poussière et l'avait laissé le pleurer correctement, parce que c'était ce que le moment exigeait. Il avait été là pour tout ça. « Oui, dit-il, je suppose que oui. » June rentra ce premier vendredi soir avec 3 nouveaux mots qu'elle avait appris, un livre de la bibliothèque qu'on lui avait donné la permission spéciale de ramener à la maison, et une histoire sur une fille de sa classe qui avait un cheval et avait proposé de laisser June le monter le samedi. Et la maison se remplit d'elle comme elle le faisait toujours quand elle franchissait la porte. Chaque pièce un peu plus elle-même avec elle dedans. Au souper,
Elle regarda entre sa mère et Elias avec cette vieille expression évaluatrice, celle qu'elle avait depuis le début, celle qui voyait plus qu'elle n'était censée voir. « Vous êtes heureux, dit-elle. Pas une question. »« Oui, dit Adelaide. Tous les deux, en même temps, au même endroit. » June considéra cela avec une satisfaction apparente. « Bien. » Elle attrapa les biscuits. « C'est ce que j'espérais quand je l'ai trouvé. » Adelaide regarda Elias. Il la regarda. « Quand tu m'as trouvé, dit Elias lentement, tu espérais rendre ta mère heureuse. En partie, June étala du beurre avec concentration. En partie, je ne voulais juste pas laisser un homme mourant dans la poussière. Elle leva les yeux. Mais en partie, oui. Maman était si fatiguée. Elle travaillait si dur, sans jamais s'arrêter, sans jamais laisser personne l'aider. Et je pensais... Elle fit une pause, y réfléchissant comme elle le faisait toujours. Je pensais que si quelqu'un pouvait juste rester assez longtemps pour être utile, elle pourrait se permettre de se reposer parfois. Elle le regarda droit dans les yeux. « Vous êtes resté. »« Je suis resté, » dit Elias, et elle s'est reposée. June regarda sa mère. « Parfois. »« Occasionnellement, » dit Adelaide sur un ton qui concédait le point sans en faire toute une histoire. June sourit et retourna à son souper. Thomas jeta un morceau de biscuit au chien et Adelaide prononça son nom de la voix qui signifiait qu'elle ne plaisantait pas. Le chien mangea le biscuit et la cuisine était chaude et bruyante du bruit ordinaire d'une famille à table à la fin d'une journée. Elias s'assit au milieu de tout ça et laissa les choses être exactement ce qu'elles étaient. Après que les enfants furent au lit, lui et Adelaide s'assirent sur le porche dans l'air froid de l'automne, les étoiles apparaissant une par une au-dessus des montagnes. Elle était enveloppée dans la courte pointe qu'elle avait faite le premier hiver, et son bras était autour d'elle. Aucun d'eux ne ressentait le besoin de beaucoup parler. Ils avaient appris les silences de l'autre comme on apprend d'une maison, pas tout d'un coup, mais avec le temps, pièce par pièce, jusqu'à savoir quelle lade de plancher éviter dans le noir et quelle fenêtre laissait le mieux entrer la lumière du matin. « June m'a dit quelque chose la semaine dernière, » dit Adelaide finalement, avant de commencer l'école. Elle a dit, elle fit une pause. Elle a dit qu'elle se souvenait du jour où elle vous a trouvé. Elle a dit qu'elle y avait marché sur ce sentier pour une raison et qu'elle l'avait toujours cru. Le croyez-vous? Adelaide resta silencieuse un moment. Le vent soufflait dans les pins sur la crête. En bas, dans le pâturage, le bétail formait des silhouettes immobiles dans le noir. Je crois qu'elle est sortie ce jour-là et a trouvé un homme qui avait besoin d'être sauvé, dit-elle. Je crois qu'elle l'a ramené à une femme qui avait aussi besoin d'être sauvée, même si aucun d'eux ne le savait encore. Elle leva les yeux vers les étoiles. Je crois que ce qui s'est passé ensuite est le résultat de choix. Les vôtres, les miens et les siens. Le choix de dire oui quand oui était terrifiant. Le choix de rester quand partir était plus facile. Le choix de faire confiance quand la confiance avait déjà été brisée une fois. Elle se tourna et le regarda directement, de la manière dont elle regardait toujours les choses sur lesquelles elle était honnête. Je ne sais pas si c'est le destin ou juste des gens qui font la chose difficile, mais je connais le résultat. Quel est le résultat? Elle leva la main et toucha son visage avec sa main calleuse. La main qui avait recousu sa blessure, planté des jardins, signé des documents légaux, tenu sa fille dans le deuil et bercé son fils pour l'endormir. La main qui portait la bague de sa mère usée à son doigt. Ça, dit-elle, vous et moi, et ces deux-là à l'intérieur, et cette derrière, et cette vie. Elle soutint son regard avec tout ce qu'elle était, toute la force, l'entêtement, le chagrin qu'elle avait survécu, l'amour qu'elle avait choisi et la femme qu'elle était devenue. C'est ça le résultat. Elias couvrit sa main de la sienne et la tint contre son visage. Il pensa à un homme assis dans la poussière avec un pistolet et aucune raison de le poser, à une fillette aux pieds nus apparaissant de nulle part, et à un seul mot prononcé dans le noir qui avait changé chaque jour qui avait suivi. Oui. Oui à la fillette qui avait refusé de le laisser. Oui à la femme qui l'avait sauvé alors qu'elle avait toutes les raisons de ne pas le faire. Oui aux poteaux de clôture, aux matins froids, aux hivers rudes et au travail qui ne finissait jamais, et à la vie qui en était née, têtue, improbable et réelle. Oui à rester quand chaque habitude qu'il avait construite lui disait de fuir. Oui à être vu par des gens qui l'avaient regardé et avaient trouvé quelque chose qui valait la peine d'être gardé. Il était parti à Cutter's Creek pour disparaître, et au lieu de cela, il avait été trouvé.
Pas sauvé par la grâce ou la chance ou quoi que ce soit qu'il ait mérité, mais par une fillette de 10 ans aux pieds nus qui avait regardé un homme brisé et avait décidé, avec la certitude absolue de quelqu'un qui n'avait pas encore appris à croire aux causes perdues, qu'il valait la peine d'être ramené à la maison. Elle avait eu raison, et chaque matin, il se réveillait dans la maison sur la crête avec Adelaide à ses côtés, Thomas dans le couloir, et les livres de June empilés sur la table de la cuisine en attendant le week-end, et il savait qu'elle avait eu raison. Certains hommes passent leur vie entière à chercher l'endroit auquel ils appartiennent. Elias Croft avait essayé de quitter le sien avant de le trouver, et une fillette aux pieds nus s'était tenue dans la poussière au bout d'un sentier du Colorado et avait refusé de le laisser faire. C'était tout. Le reste, l'amour, la terre, la famille, la vie qui avait grandi de ses premières racines impossibles, était simplement ce qui arrive quand un homme arrête de fuir assez longtemps pour voir ce qu'il attendait pour qu'il reste. Et dans la vallée, où le chemin de fer viendrait, où le monde changerait et où de nouvelles familles planteraient de nouvelles racines dans le même sol têtu, le ranch Hartwell Croft se tenait sur sa crête, gardait son bétail, élevait ses enfants et continuait saison après saison, année après année comme preuve que les choses brisées pouvaient être réparées, que la confiance pouvait être reconstruite un jour honnête à la fois, et que le mot le plus courageux dans n'importe quelle langue, celui qui ouvre toutes les portes qui valent la peine d'être franchies, est le plus simple qui soit. Oui,